Cette affaire criminelle s'est déroulée dans la colonie Miguel Hidalgo, située dans la municipalité de Tlalpan, au Mexique. C'est là que le protagoniste de cette histoire, Francisco Bautista Avalos, exerçait les fonctions de curé à l'église Cristo Salvador. Dans le cadre de son ministère, il participait à un large éventail d'activités pastorales organisées par la paroisse. Depuis son arrivée dans la communauté en 2004, le prêtre jouissait d'un respect profond et d'une estime unanime, tant de la part de ses confrères que de l'ensemble des habitants. Il semblait même que si la ville n'avait pas déjà porté le nom de Miguel Hidalgo, figure historique de la guerre d'indépendance du Mexique, elle aurait pu être rebaptisée en l'honneur du curé. La colonie s'était toujours distinguée par la qualité de ses services publics et le niveau d'instruction de sa population. Par ailleurs, l'activité économique y était bien développée, ce qui garantissait aux habitants un emploi stable et des conditions de vie dignes. Chaque semaine, de nombreuses personnes venues de milieux très divers, simples ouvriers comme membres de l'élite, s'y rendaient. Beaucoup cherchaient à rencontrer le père Francisco, à qui l'on prêtait des dons exceptionnels de guérison, aussi bien spirituels que physiques. Dans l'une des rues principales, on voyait fréquemment de longues files d'attente, constituées, en général, de fidèles de tous âges. Tous avançaient lentement en direction du bâtiment de l'église. Ce phénomène était particulièrement marqué les lundis, jeudis et vendredis. Ces jours-là, on apercevait aux abords de l'église paroissiale des pères et des mères, accompagnés de leurs enfants, tenant à la main des photographies de leurs proches dont le destin avait été brisé par diverses épreuves, qu'il s'agisse de maladies graves, de troubles psychiques ou de formes de dépendance. En outre, les rares cas de personnes qui, selon les témoignages de leurs proches, auraient été possédées par des esprits malfaisants ou démoniaques méritent sans doute une attention particulière. Le père Francisco était principalement connu pour sa capacité à soulager les souffrances des malades, ainsi que pour ses compétences rares et impressionnantes dans le domaine de l'exorcisme. Cette renommée lui a permis, à l'instar de certains autres prêtres, de devenir un invité régulier dans diverses émissions de télévision consacrées aux phénomènes surnaturels. Il a également publié plusieurs ouvrages en collaboration avec d'autres membres du clergé. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute intitulé Psaumes et prières pour la guérison de l'âme. Toutes ces initiatives ont sans conteste renforcé sa réputation et accru sa popularité. Par ailleurs, les quelques cérémonies retransmises à la télévision ont révélé un homme doté d'une puissance spirituelle peu commune. Les rituels eux-mêmes étaient relativement fréquents. En règle générale, ils se tenaient dans l'atrium de l'église, en présence d'un grand nombre de fidèles. Toute personne se rendant au temple pour confier ses souffrances s'adressait au père Francisco, qui l'écoutait attentivement avant de réciter une prière. La durée de ces interventions variait selon la gravité de chaque situation. Lorsque cela s'avérait nécessaire, le prêtre détournait légèrement la tête de l'assemblée et adressait un regard discret à son assistante spirituelle personnelle, l'invitant ainsi à lui remettre les huiles saintes. Avec celle-ci, il oignait le front des fidèles lors de l'ultime étape du rituel. L'assistante spirituelle du Saint-Père s'appelait Gila. C'était une femme d'une 60aine d'années. On raconte que sa présence aux cérémonies du père Francisco était constante et incontournable. Le prêtre aurait découvert que Gila possédait un don singulier, dont elle-même n'avait pas pleinement conscience. C'est pourquoi elle était devenue, au fil du temps, son ombre fidèle, notamment pendant les rituels de guérison et d'exorcisme. Elle vivait à proximité de l'église et, en parallèle de sa mission spirituelle, elle vendait, avec son mari, divers objets religieux. Au début de sa vocation sacerdotale, avant d'être nommé recteur de l'église du Cristo Salvador, le père Francisco était responsable de la paroisse Maria Reina. Celle-ci, située à proximité, abritait le lieu de culte consacré au héros national Miguel Hidalgo. Dès cette époque, le prêtre s'était fait remarquer par ses rituels d'exorcisme, aussi impressionnants qu'inhabituels. Selon certains témoignages, il aurait appris cet art directement au Vatican. En dehors des jours fériés, l'église du Cristo Salvador connaissait elle aussi une affluence soutenue. Les offices y commençaient généralement dès l'aube. Le père Francisco recevait les malades et les âmes en détresse à partir de 7 heures du matin et ne s'arrêtait qu'après avoir oint le front de chaque fidèle à l'aide d'huile bénite dans l'espoir d'une guérison spirituelle. Il convient également de souligner que ce chef religieux aux multiples facettes ne se consacrait pas uniquement aux fonctions ecclésiastiques, mais jouait aussi un rôle actif dans la vie publique. Il accompagnait fréquemment sa communauté lors de festivals ou d'événements sportifs où il s'employait à faire connaître les fondements de la foi.
Comme mentionné précédemment, il bénéficiait d'une profonde admiration et d'un respect sincère de la part des habitants. Ces derniers ne manquaient jamais l'occasion de le remercier pour son engagement constant et son dévouement envers la collectivité. Par ailleurs, à l'instar d'une figure publique ou politique, il contribuait à l'embellissement de la commune et soutenait activement le développement des loisirs et des pratiques sportives. Certains membres de la communauté allaient jusqu'à voir en lui une véritable incarnation de sainteté. C'est pourquoi tous suivaient le père Francisco avec une foi inébranlable, convaincus jusqu'au plus profond d'eux-mêmes de la pureté absolue de ses intentions. Parmi ceux qui suivirent la figure du père Francisco se trouvait notre second protagoniste, un jeune garçon issu de la communauté. Avec le temps, il devint le bras droit du prêtre, l'assistant dans diverses tâches liées à la vie ecclésiastique. Ce jeune homme s'appelait Leonardo Avendaño, mais ses proches l'appelaient affectueusement Léo. Il était né au Mexique, au sein d'une famille traditionnelle. Son enfance paisible s'était déroulée sous le regard attentif de ses parents et de son frère aîné, Josué Avendaño. Leonardo a toujours éprouvé une passion sincère pour l'apprentissage et la découverte. Dès son plus jeune âge, il se distinguait par son intelligence, sa courtoisie et sa bienveillance envers autrui. Très tôt, Léo fit le choix de devenir prêtre et de consacrer sa vie au service des autres. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il entreprit des études de théologie à l'Université intercontinentale. Une fois cette formation achevée, il choisit de poursuivre son parcours universitaire, cette fois en se spécialisant dans la thérapie psychanalytique. Parallèlement, il s'engagea dans la mission et l'évangélisation. Malgré son jeune âge, Leonardo possédait des convictions religieuses fermes, qu'il exprimait régulièrement sur ses réseaux sociaux. Dans ses publications, il partageait ses réflexions sur l'avenir de l'Église et n'hésitait pas à exprimer ses désaccords à l'égard de certains aspects de sa congrégation. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, Léo nourrissait une véritable passion pour les voyages. En peu de temps, il parcourut non seulement son pays natal, le Mexique, mais aussi plusieurs autres nations. À un moment donné, comme vous et moi le savons déjà, les chemins de Leonardo et du père Francisco se sont croisés. Cela aurait eu lieu en 2012. Dès lors, une relation étroite se noua entre eux. Il convient de noter que ce prêtre charismatique et influent était déjà une connaissance de la famille Avendaño. En l'an 2015, leur lien se renforça davantage et le jeune homme devint le diacre attitré de son mentor. Dès lors, Léo fut presque constamment aux côtés du père Francisco, qui l'assistait dans les affaires de la communauté. En raison de leur proximité et de la complicité qui les unissait, ils avaient pris l'habitude de se retrouver en privé le soir, des entretiens qui se prolongeaient parfois jusqu'à l'aube. Certains en vinrent même à penser que les deux ecclésiastiques entretenaient non seulement une relation professionnelle, mais aussi un lien plus intime. Toutefois, cela ne restait qu'une hypothèse. La dernière fois que Josué, le frère aîné de Leonardo, reçut des nouvelles de lui remonte au mardi 11 juin 2019. Ce jour-là, comme à leur habitude, le jeune diacre et le père Francisco devaient se rencontrer pour discuter des affaires de l'Église. Le lendemain matin, Josué fut troublé par le silence inhabituel de son frère. Apparemment, les deux frères échangeaient très régulièrement, et une interruption soudaine de cette communication paraissait pour le moins inquiétante. Poussé par l'inquiétude, Josué tenta de joindre Léo par téléphone, mais celui-ci ne répondit jamais. Dans la soirée du même jour, son pressentiment se confirma. Il reçut un appel du père Francisco, qui l'informa que le jeune diacre ne s'était pas présenté au rendez-vous prévu. Cette suite d'événements alarma profondément les proches de Leonardo, et cela n'a rien d'étonnant. À cette époque, le pays traversait encore une période d'incertitude, nourrie par la recrudescence des enlèvements. Les jeunes, tout comme leurs parents, étaient profondément inquiets face à la situation. Vers le milieu de l'année 2019, la multiplication des agressions physiques atteignait un niveau particulièrement préoccupant. À cette date, les autorités locales auraient déjà recensé environ 700 homicides ainsi qu'une trentaine d'enlèvements contre rançon. À ces chiffres déjà effrayants s'ajoutait un autre facteur aggravant. Plusieurs affaires très médiatisées, impliquant le meurtre de jeunes gens, avaient récemment bouleversé l'opinion publique. L'un des cas les plus emblématiques fut celui de Norberto Ronquillo. Ce jeune étudiant a été retrouvé mort dans des circonstances aussi étranges que troublantes. Finalement, dans un climat d'incertitude totale, Josué décida de se rendre au bureau du procureur afin de signaler la disparition de son frère. Dans ce service spécialisé dans la recherche de personnes disparues,
Le jeune homme déclara que, selon les informations dont il disposait, son frère était censé se rendre à l'église pour y rencontrer le père Francisco. Il ajouta que, jusqu'à présent, ni lui ni les autres membres de la famille n'avaient été en mesure de localiser le disparu. Afin de faciliter les recherches, les autorités demandèrent à Josué de fournir davantage de précisions sur l'itinéraire habituellement emprunté par son frère pour se rendre à l'église. Il apparut alors que Leonardo empruntait le plus souvent la route numéro 3, qui partait généralement de la municipalité de Tlalpan et rejoignait l'axe menant à l'église du Cristo Salvador. Cette information concernant son trajet habituel devint ainsi le point de départ d'une enquête officielle. Le lendemain matin, le secrétariat à la sécurité civile reçut un appel signalant la présence d'un véhicule suspect abandonné dans une friche située en périphérie de la ville. Plusieurs patrouilles se rendirent aussitôt sur les lieux. À l'intérieur du véhicule, les agents découvrirent le corps d'un jeune homme dont les caractéristiques physiques, selon les premières constatations, correspondaient à celles de la personne portée disparue. Environ 1 heure plus tard, des représentants du parquet ainsi que des experts médico-légaux arrivèrent sur place. Ces derniers relevèrent sur le corps plusieurs traces de violence physique. D'après les premières analyses, le jeune homme aurait succombé à une asphyxie. Parallèlement, l'identification formelle de la victime devait encore être confirmée et des investigations plus approfondies étaient en cours. Finalement, l'expertise médico-légale réalisée dans la soirée permit d'identifier formellement le corps retrouvé à l'intérieur du véhicule. Il s'agissait du diacre Leonardo. Il n'avait que 29 ans. Il avait été tué par une pression exercée sur le cou, si forte que ses poumons avaient cessé de recevoir de l'oxygène. Munis de ces éléments accablants, les autorités prirent contact avec le frère du défunt afin de l'informer de cette découverte tragique. Dès lors, l'affaire concernant la disparition de Leonardo fut transférée du service chargé des personnes disparues au parquet, compétent pour les enquêtes liées à des faits d'homicide. Les appels à la justice ne tardèrent pas à se faire entendre. Les parents des victimes, leurs proches, ainsi que de nombreuses organisations étudiantes et communautaires, organisèrent de vastes manifestations en réponse aux meurtres et à la montée alarmante de la criminalité dans le pays. À ce moment précis, l'opinion publique atteignit un point de rupture. En quelques mois à peine, un nombre accablant de crimes mortels avait été recensé au Mexique, une situation devenue insoutenable. Des jeunes issus de divers établissements scolaires et universitaires se réunirent pour réaliser une vidéo dénonçant le climat d'insécurité sans précédent qui régnait dans leur pays. Cette production fut ensuite largement diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux. À travers ce message collectif, des citoyens ordinaires exigèrent que les autorités assument pleinement leurs responsabilités. En d'autres termes, ils réclamaient des enquêtes rapides et efficaces, et l'arrestation de tous les responsables. Par ce biais, ils exprimaient également un besoin essentiel et universel: pouvoir se rendre à l'école, au travail ou dans les lieux de vie quotidienne sans craindre pour leur sécurité ni pour leur vie. Quelques jours après la découverte du corps de Léo, celui-ci fut inhumé dans un cimetière local. La cérémonie se déroula dans son église d'origine, Cristo Salvador. Le père Francisco y célébra une messe de requiem en l'honneur de son diacre, puis fit plusieurs déclarations publiques à la presse. Il déclara tout d'abord être profondément bouleversé par la mort de Leonardo, ainsi que par la situation alarmante que traversait le pays. Il exprima son profond regret de voir se banaliser, jour après jour, les vols, les violences et les atteintes à la vie humaine. Selon lui, les forces de l'ordre devraient collaborer étroitement avec les représentants des communautés religieuses. Il affirmait être convaincu qu'une telle synergie pourrait contribuer à améliorer durablement la situation actuelle. Il convient de souligner que, malgré les circonstances éprouvantes des derniers jours, marquées par la perte d'un être cher, le prêtre paraissait parfaitement serein et maître de lui-même. Lors de ses interventions publiques, sa voix restait posée, mesurée. Nul n'aurait pu imaginer les sombres secrets que dissimulait ce religieux au regard doux et au charisme tranquille. Et pourtant, les preuves réunies contre lui sont accablantes. 3 jours seulement après la messe d'adieu célébrée en mémoire de Léo, les autorités délivrèrent un mandat d'arrêt à l'encontre du père Francisco. Selon les rapports de l'époque, le parquet général disposait alors d'un faisceau de preuves irréfutables, impliquant directement le religieux. Sur la base de ces éléments, le prêtre fut rapidement interpellé, puis transféré au centre de détention de la prison pour hommes de l'Est, à Mexico. L'un des éléments les plus accablants provenait des enregistrements des caméras de vidéosurveillance installées dans plusieurs quartiers de la ville.
Ces images montraient que le défunt avait non seulement été vu en compagnie du suspect le jour même de sa disparition, mais qu'il avait également passé un certain temps avec lui. Ainsi, l'une des caméras installées dans l'enceinte de l'église a filmé le jeune homme quittant les lieux en compagnie de son ami et mentor, le père Francisco. Cette scène s'est déroulée aux alentours de 4h30 du matin, le 12 juin. Peu après, d'autres caméras, situées le long de plusieurs axes routiers, ont enregistré la camionnette de Leonardo. Les images ont révélé que le véhicule du diacre avait été suivi de près par la voiture du prêtre sur une grande partie du trajet. Un peu plus tard, vers 4 heures du matin, les deux véhicules ont été captés à proximité du lieu où le corps du jeune homme serait retrouvé. Enfin, après cette heure-là, les images de vidéosurveillance ont montré la voiture du père Francisco quittant seule les abords de la Seine. Ce détail, lourd de sens, tend à indiquer que le prêtre fut la dernière personne à avoir vu Leonardo vivant. Selon des sources proches du parquet général, une alerte générale avait été déclenchée avant l'arrestation du père Francisco afin d'empêcher toute tentative de fuite à l'étranger. Cette mesure s'est révélée pleinement justifiée puisque le prêtre a été appréhendé alors qu'il se rendait à l'aéroport. D'autres éléments de preuve détenus par les autorités sont venus renforcer les soupçons pesant sur le religieux. L'un d'eux a été découvert dès l'analyse des téléphones portables de la victime et du principal suspect. Il s'agirait d'un échange de messages dont le contenu n'a pas été rendu public, pour des raisons que les autorités locales n'ont pas souhaité préciser. Un second élément accablant a été mis au jour au moment de l'arrestation. Les clés du véhicule de Leonardo ont été retrouvées parmi les effets personnels du père Francisco. Fait remarquable, malgré l'ensemble des preuves accablantes, le prêtre a persisté à nier avoir rencontré le diacre ce jour-là. Il s'est empressé d'évoquer une conversation téléphonique avec le frère aîné de Léo, au cours de laquelle il aurait assuré que le jeune homme ne s'était jamais présenté au rendez-vous prévu. Autre élément troublant. En dépit de l'enquête en cours, de nombreux fidèles de sa paroisse ont continué à croire fermement en son innocence, allant jusqu'à déclarer qu'ils étaient prêts à défendre son honneur si la situation l'exigeait. Dans l'ensemble, leur réaction fut rapide, voire véhémente. Regroupés en plusieurs collectifs, ils ont organisé des manifestations d'ampleur contre la décision des autorités. Selon eux, ces dernières auraient commis une erreur grave en accusant injustement le prêtre d'un crime auquel il serait totalement étranger. Très rapidement, cette affaire, largement médiatisée, est devenue l'objet de nombreuses discussions et spéculations, tant au sein de la communauté religieuse que dans l'espace public en général. Il va sans dire que les rumeurs entourant ce type de crime n'avaient rien d'inhabituel. Fait troublant, certains organes de presse sont parvenus, de manière inexpliquée, à se procurer des photographies retrouvées sur la tablette du jeune homme décédé. Ces images, particulièrement compromettantes, laissaient entendre que le père Francisco aurait entretenu des relations intimes, non seulement avec le diacre, mais également avec d'autres membres du clergé. Dans un premier temps, les autorités ont avancé l'hypothèse d'un mobile fondé sur le chantage et une tentative d'extorsion de la part de Leonardo. Toutefois, pour des raisons non précisées, cette piste n'a pas été retenue par les enquêteurs et l'affaire a pris une orientation quelque peu différente. Par ailleurs, les proches de la victime ont réagi de manière particulièrement vive à cette interprétation des faits, la jugeant à la fois infondée et diffamatoire. L'enquête s'est alors recentrée sur une autre possibilité. Le jeune homme aurait pu faire pression sur le prêtre, non pas en raison de ses relations personnelles avec d'autres ecclésiastiques, mais parce qu'il l'accusait, selon certaines sources, d'avoir utilisé les fonds de la paroisse à des fins personnelles. En somme, conformément aux dispositions du système judiciaire mexicain, les enquêteurs disposaient d'un délai compris entre 3 et 24 mois pour réunir tous les éléments et preuves susceptibles d'établir le bien-fondé de leur hypothèse. Il s'agissait du seul moyen de faire toute la lumière sur les circonstances des faits. Parmi les preuves considérées comme les plus significatives, les autorités ont souligné que Léo, un jeune homme issu d'un milieu modeste, menait un train de vie étonnamment élevé. Ses dépenses semblaient en effet largement supérieures à ce qu'il aurait pu raisonnablement assumer en tant que simple étudiant et diacre. Le jeune homme ne disposait apparemment d'aucune autre source officielle de revenus que le soutien financier modeste de sa propre mère. Un montant insuffisant pour subvenir à un mode de vie tel que le sien. À cela s'ajoute le fait que sa mère était décédée peu de temps avant les événements. Leonardo, comme cela a déjà été mentionné, avait récemment voyagé à travers le pays et à l'étranger, visitant notamment des destinations prisées comme Miami ou Aspen. Autre élément troublant, il possédait une camionnette flambant neuve.
Comment expliquer la détention d'un véhicule aussi récent, coûteux et haut de gamme par un jeune homme sans emploi déclaré? Il disposait également d'un téléphone de dernière génération et d'autres équipements électroniques onéreux. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Quelques jours avant sa mort, Leonardo avait loué une maison spacieuse et convié ses proches à une réunion prévue le 14 juin 2019. Comme on le sait, cette rencontre n'a jamais eu lieu. Enfin, lors de la fouille de son domicile, les enquêteurs ont découvert une somme importante en espèces. Par ailleurs, des montants significatifs ont été identifiés sur ses comptes bancaires. Fait notable, la plupart de ces virements provenaient directement du père Francisco. À mesure que les détails de l'affaire étaient dévoilés, il devenait de plus en plus évident que le prêtre était impliqué non seulement dans l'agression du jeune homme, mais aussi dans d'autres agissements troublants. Pourtant, il continuait d'affirmer avec insistance qu'il n'était responsable d'aucun des faits qui lui étaient reprochés. Autrement dit, tout au long de l'enquête, il n'a fourni aucune information nouvelle ni pertinente, se contentant de répéter qu'il avait été injustement arrêté. Des propos similaires ont été relayés par plusieurs de ses collègues au sein de la communauté religieuse. Le père Hugo Valdemar, ancien porte-parole de l'archidiocèse de Mexico, s'est exprimé publiquement devant les médias, déclarant qu'il condamnait fermement l'attitude des autorités. Il les a en outre accusés de manipulation des preuves. Selon lui, au lieu d'accuser un prêtre aussi respecté, les enquêteurs auraient dû concentrer leurs efforts sur l'établissement de son innocence. Les avocats expérimentés du père Francisco ont eux aussi réaffirmé l'innocence totale de leurs clients, tout en remettant en cause la validité de l'ensemble de l'enquête. Selon eux, plusieurs enregistrements de vidéosurveillance fournis par les autorités, montrant leurs clients aux côtés de la victime sur les lieux supposés des faits, ne sauraient en aucun cas constituer une preuve de son implication dans l'agression. Le clergé, tout comme une partie importante de la population, a continué à défendre cette version des faits. Les multiples manifestations de soutien organisées par les habitants du quartier de Miguel Hidalgo en faveur du père Francisco ne se sont interrompues qu'à la toute dernière minute. Ni la multiplication des indices, ni la présentation progressive d'éléments à charge par les enquêteurs ne semblaient ébranler leurs convictions. En d'autres termes, ces fidèles sont restés fermement attachés à la position qu'ils avaient adoptée dès l'annonce de l'arrestation du prêtre. Une part importante de la communauté a reproché à l'ensemble du système judiciaire d'être responsable d'un nouvel acte considéré comme odieux. Il convient de souligner que les membres du clergé, tout comme de nombreux fidèles, ne se sont pas limités aux prières ou aux manifestations à l'intérieur de l'Église. Leur mécontentement s'est exprimé bien au-delà des frontières de leur paroisse. Leur revendication principale était claire, la libération du père Francisco. Jour après jour, ils installaient des banderoles, des toiles et divers dispositifs proclamant l'innocence de leur guide spirituel. Lors de ces rassemblements en faveur de sa libération, les membres de la communauté ont également dénoncé avec vigueur ce qu'ils considéraient comme des dérives graves de la part de certains médias. Ils ont accusé l'ensemble de la presse d'avoir orchestré une campagne délibérée contre l'Église. Selon eux, les journalistes auraient volontairement diffusé des informations inexactes et manipulées dans le but de créer une polémique artificielle autour de l'affaire. Certains fidèles sont même allés jusqu'à menacer directement les journalistes impliqués, promettant au minimum de les exclure de la paroisse. En tout état de cause, après avoir examiné minutieusement l'ensemble des éléments versés au dossier, la Cour a déclaré le père Francisco Javier Bautista Avalos coupable de meurtre. La décision a été prise de manière collégiale et repose exclusivement sur les preuves recueillies par les forces de l'ordre. Par ailleurs, le prêtre a été condamné à verser une indemnité de plus de 400 000 pesos aux parents de la victime à titre de réparation. À l'époque, ce montant équivalait à environ 25 000 dollars américains. Il a également été précisé, lors de l'audience, que l'accusé ne serait pas autorisé à quitter l'établissement pénitentiaire avant l'extinction complète de sa peine. Cette mesure est directement liée à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Les avocats du condamné se sont empressés d'annoncer leur intention de faire appel de la décision judiciaire. Selon eux, ils disposent d'un ensemble d'arguments solides pour assurer la défense de leur client et tenter à nouveau de faire reconnaître son innocence. Quelques jours après l'annonce du verdict, une série de messages est apparue sur la page officielle du prêtre, sur l'un de ses réseaux sociaux. Ces publications étaient adressées à ses partisans, ainsi qu'à toutes les personnes, sensibles à son sort, qui lui avaient témoigné leur soutien tout au long de la procédure. Selon le père Francisco, plusieurs démarches seraient engagées dans les jours suivants afin de faire appel de la décision rendue par le tribunal.
Il convient de rappeler qu'il a, depuis le premier jour, toujours maintenu sa version des faits, affirmant son innocence avec constance. D'après ses propres déclarations, il se trouvait à son domicile au moment où le jeune diacre a perdu la vie. Toutefois, aucun élément de preuve ni aucun témoignage n'a pu venir étayer cette affirmation. Le prêtre a également exprimé à plusieurs reprises sa tristesse face à la mort de Leonardo, tout en niant toute responsabilité dans les événements tragiques. Cependant, plusieurs éléments matériels, en particulier les images issues de la vidéosurveillance et les données de géolocalisation de son téléphone, contredisent formellement ces propos. Pour de nombreux croyants, les figures religieuses incarnent des intermédiaires directs entre les hommes et Dieu. Pourtant, dans certains cas, ces guides spirituels, au lieu de faire le bien, deviennent à l'origine de profondes souffrances. Cette affaire illustre tragiquement combien tout être humain, quel que soit son statut, qu'il soit social ou religieux, peut se révéler vulnérable face à la tentation. Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire de Cayetano Santos Godino, un criminel argentin souffrant de troubles mentaux et de pyromanie qui a commis une série d'agressions contre des enfants mineurs. Il est souvent considéré comme le premier tueur en série de l'histoire du pays. Cayetano Santos Godino est né le 31 octobre 1896 à Buenos Aires dans une famille d'immigrés italiens. Les Godino vivaient dans une extrême pauvreté, logés dans une maison modeste située dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. Selon certaines sources, il n'avait même pas de salle de bain. Le père, Fiore Godino, travaillait comme gardien de phare et était profondément alcoolique. Avant la naissance de Cayetano, il avait contracté la syphilis. Ainsi, le petit Cayetano, comme les autres enfants de cette famille nombreuse, était en mauvaise santé et souffrait d'une entérite congénitale. Durant ses premières années, il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Fiore était également d'un tempérament violent et infligeait régulièrement des sévices à ses enfants, utilisant une ceinture en cuir ou un bâton en bois. Sa femme ne faisait pas exception et subissait elle aussi des violences. Pourtant, c'est sur Cayetano que Fiore semblait concentrer toute sa rage. Les premières années de sa vie, le jeune Godino les a passées dans la rue. Dès l'âge de 5 ans, il a commencé à fréquenter l'école, mais il a changé plusieurs fois d'établissement. Il se distinguait par une totale absence d'intérêt pour l'apprentissage et montrait des aptitudes très limitées. En parallèle, Cayetano faisait preuve d'une extrême agressivité, notamment envers ses camarades et ses enseignants, ce qui lui a valu d'être régulièrement renvoyé. Certains professeurs le qualifiaient sans détour d'idiot, d'imbécile ou de retardé mental, tant il semblait incapable de comprendre les leçons. Son état de santé était tout aussi préoccupant que ses capacités intellectuelles. Il souffrait de maux de tête fréquents, souvent accompagnés de fièvre, qui le contraignaient à rester alité pendant de longues périodes. Cayetano était également sujet à des vomissements et à des diarrhées chroniques, ce qui, selon certains experts, aurait freiné son développement physique. Sa taille, qui n'a jamais dépassé 1,50 m, en est un triste témoignage. En plus de ces troubles, le garçon se distinguait par un comportement particulièrement conflictuel. Ni son père, ni sa mère, ni ses frères et sœurs ne le supportaient à la maison. En réalité, même les voisins, en le voyant approcher, s'empressaient de fermer leurs volets pour ne pas entendre le flot d'insultes qu'il leur lançait constamment. Dès cette époque, il était surnommé El Petizo Orejudo, le garçon aux grandes oreilles, en raison de son apparence singulière. En grandissant, il n'a jamais appris à lire ni à écrire autre chose que son propre nom. Cela n'a rien d'étonnant puisqu'il a quitté l'école après seulement 3 ans. Cayetano a également commencé à fumer et à boire très jeune, même selon les normes locales. Il volait des bouteilles de vin aux sans-abri qui erraient dans les ruelles de ce quartier défavorisé. Son passe-temps favori consistait à rôder dans les terrains vagues où il s'amusait à allumer de petits feux et à torturer des animaux. Godino a commis son premier crime, l'agression brutale d'un enfant de 2 ans, le 28 septembre 1904. Alors qu'il n'avait pas encore 8 ans. Il a conduit le petit Miguel dans un endroit isolé, l'a frappé à plusieurs reprises et l'a laissé dans les buissons. Un policier qui passait par là a découvert les 2 enfants. Ils ont été emmenés au poste de police où leurs parents sont venus les récupérer. Bien que l'agression ait été particulièrement violente, les policiers n'ont pas imaginé qu'ils avaient affaire à un futur criminel dangereux. 1 an plus tard, Cayetano a de nouveau été arrêté. Cette fois, il avait attaqué une fillette de 18 mois, la frappant à la tête avec une pierre. Par chance, les blessures de l'enfant n'étaient pas graves. Dans les 2 cas, malgré la gravité des actes, le jeune délinquant n'a été que brièvement placé en état d'arrestation avant d'être rapidement relâché. Cayetano a commis son premier meurtre le 29 mars 1906. Ce jour-là, la police a été alertée de la disparition d'une fillette de 3 ans, Maria. Les autorités ont fouillé toutes les maisons, qu'elles soient habitées ou abandonnées, ainsi que presque tous les terrains vagues, mais aucun indice permettant de retrouver l'enfant n'a été découvert.
Ce n'est que 6 ans plus tard que la famille de la fillette disparue a finalement appris la vérité. Le 5 avril de cette année-là, le jeune Godino, alors âgé de 9 ans, a été conduit au poste de police par son propre père. Fiore Godino a déclaré qu'il ne pouvait plus contrôler son fils et a demandé aux autorités de l'incarcérer. Il a accusé Cayetano d'être un enfant profondément instable, faisant preuve d'une cruauté gratuite envers les animaux. Peu avant cet acte désespéré, Fiore avait découvert sous le lit de son fils une boîte remplie de restes d'oiseaux mutilés. Ironiquement, le père de Cayetano était lui-même un homme violent, mais même lui a été profondément troublé par le comportement antisocial de son fils. À la suite de cette dénonciation, le jeune Godino a été envoyé dans une colonie pénitentiaire, d'où il a été libéré après 2 mois d'incarcération. Le 9 septembre 1908, Cayetano a tenté de noyer un garçon de 2 ans, Severino, en lui plongeant la tête dans une auge à chevaux. L'enfant a miraculeusement survécu grâce à l'intervention d'un propriétaire de bodega qui passait par là et a été témoin de la scène. L'homme a immédiatement maîtrisé l'agresseur et a alerté la police. Cayetano n'était resté au poste que 24 heures. Il a réussi à se justifier en affirmant qu'il n'avait pas tenté de noyer l'enfant, mais qu'au contraire, il avait essayé de le sauver. Le 15 septembre de la même année, soit seulement 6 jours après son arrestation, Cayetano a de nouveau attaqué un enfant. Il l'a emmené dans un terrain vague et a tenté de lui brûler les paupières avec une cigarette. Heureusement, la mère de l'enfant est arrivée à temps et a empêché le pire. L'agresseur a cependant réussi à s'enfuir. Après cet incident, Cayetano est retourné chez ses parents, mais son comportement n'a cessé d'empirer. Souvent ivre, il traînait dans le quartier, semant le trouble. Épuisé par la situation, ses parents ont décidé de l'envoyer à nouveau dans une colonie correctionnelle pour mineurs. Cette fois, Godino y était resté 3 ans. Pendant cette période, il a suivi plusieurs cours obligatoires et a appris à lire des mots syllabe par syllabe et à compter jusqu'à 100. Mais cette tentative de rééducation n'a eu aucun effet sur lui. Le 23 décembre 1911, après plusieurs années passées en colonie correctionnelle, Cayetano revient chez ses parents. Ces derniers espéraient que cette expérience l'aurait ramené à la raison, mais il n'en fut rien. Ils lui ont même trouvé un emploi d'apprenti dans une usine locale, mais il n'y a travaillé que quelques mois avant de retomber dans le vagabondage et de reprendre son mode de vie habituel. À la même période, il a recommencé à souffrir de violents maux de tête, ce qui, selon ses propres mots, a intensifié son désir de faire du mal aux autres. Le 7 janvier 1912, Cayetano a déclenché un incendie majeur dans un immeuble de la ville. Les pompiers ont mis près de 4 heures pour maîtriser les flammes. L'incendiaire a été arrêté et lors de son interrogatoire, il a déclaré avoir allumé le feu uniquement pour observer les dégâts qu'il pouvait causer. Cette fois encore, Godino n'a passé que quelques jours en détention. Le 25 janvier de la même année, il a commis un nouveau crime. Le meurtre d'un garçon de 13 ans nommé Arturo, dont le corps à moitié nu a été retrouvé dans une maison abandonnée. Cette atrocité a provoqué une vive émotion dans la société. Selon certains rapports, les autorités ont d'abord soupçonné 2 hauts fonctionnaires et ont même enquêté sur eux pendant 6 mois. Cette piste n'a toutefois pas été confirmée et l'enquête n'a pas abouti. Le 7 mars 1912, Cayetano a mis le feu à la robe d'une fillette de 5 ans à l'aide d'une allumette, après l'avoir attirée dans un endroit isolé. La victime a agonisé pendant 16 jours avant de succomber à ses brûlures à l'hôpital de la ville. Le 8 novembre de la même année, Cayetano a attiré le petit Roberto, âgé de 2 ans, en lui promettant des bonbons. Il lui a ensuite attaché les mains et les jambes avant de tenter de l'étrangler avec son garrot préféré. Par chance, l'enfant a survécu et l'agresseur a été arrêté par un passant. Emmené au poste de police, Cayetano a affirmé avoir trouvé l'enfant déjà ligoté par quelqu'un d'autre avant son arrivée. Faute de preuves suffisantes, il a été relâché le jour même. Entre le 16 et le 20 novembre, 2 autres agressions contre des mineurs ont eu lieu. Mais dans les 2 cas, l'agresseur a pris la fuite, effrayé par des témoins. Heureusement, les victimes n'ont pas été blessées. Le 3 décembre 1912, vers 10 h du matin, un homme nommé Pasquale ouvrait, comme à son habitude, son atelier situé dans une maison de rapport du quartier. Son fils de 3 ans jouait habituellement à l'entrée. Par inadvertance, Pasquale a perdu de vue son fils pendant quelques minutes. Lorsqu'il est retourné le chercher, l'enfant avait déjà disparu. Affolé, le père s'est précipité à l'extérieur, mais malgré ses recherches initiales, il n'a pas trouvé l'enfant. C'est alors qu'il a compris que son fils avait réellement disparu. Après avoir parcouru plusieurs rues, Pasquale est arrivé devant un vaste terrain vague. Là, il a croisé un adolescent aux grandes oreilles, Cayetano Godino. Pasquale lui a demandé s'il avait vu un petit garçon. Cayetano a secoué la tête et a répondu par la négative. Puis, comme si de rien n'était, il a conseillé au père d'aller chercher de l'aide auprès de la police. Pasquale a poursuivi ses recherches, tandis que le jeune homme aux cheveux courts et aux oreilles proéminentes s'éloignait tranquillement. Quelques heures plus tard, Pasquale découvre le corps de son fils dans l'enceinte d'un bâtiment abandonné. L'enfant avait les mains et les pieds ligotés et une corde enroulée 13 fois autour de son cou. Mais le plus effroyable restait à découvrir. Dans l'une des tempes du garçon,
Un clou de 10 cm avait été enfoncé, vraisemblablement à l'aide d'une pierre retrouvée à proximité. Les officiers de police ont mené une série d'entretiens avec des témoins potentiels vivant à proximité de la scène du crime. Une jeune fille interrogée a affirmé avoir vu le garçon, peu avant sa disparition, en compagnie d'un adolescent aux cheveux courts et aux grandes oreilles. Les inspecteurs chargés de l'enquête ont rapidement établi un lien entre ce crime et des agressions antérieures contre des enfants. Pourtant, bien que Cayetano soit le principal suspect, il ne dispose pas encore de preuves suffisantes pour l'arrêter. Quelques jours plus tard, une cérémonie d'adieu a été organisée pour l'enfant. Les membres de la famille étaient profondément bouleversés par la mort atroce de leur garçon. À un moment donné, le père du défunt a vu Cayetano entrer dans la maison. Il a d'abord pensé qu'il venait présenter ses condoléances, comme l'avaient fait d'autres voisins. Cependant, Cayetano s'est immédiatement dirigé vers le cercueil où reposait le corps de l'enfant. Il a alors saisi la tête de la victime et l'a tournée sur le côté, comme pour examiner la zone temporale où le clou avait été enfoncé. Ce comportement a semblé extrêmement suspect, et le père a aussitôt alerté la police. Dans les heures qui ont suivi, le domicile de la famille Godino a été perquisitionné, et Cayetano a été arrêté. Lors de la fouille de ses effets personnels, les enquêteurs ont découvert une coupure de presse relatant le meurtre d'un enfant. Interrogé à ce sujet, le détenu a déclaré que, bien qu'il ne sache pas lire, il avait reconnu la personne sur la photographie. Il a ajouté que, dès qu'il avait vu l'image, il avait ressenti un sentiment de satisfaction. C'est ce sentiment qui l'avait poussé à conserver l'article. En outre, au cours des recherches, une corde a été retrouvée. Ses caractéristiques correspondaient exactement à celles de la corde utilisée pour étrangler le fils de Pasquale. Finalement, malgré ses premières dénégations, Cayetano a fini par avouer sa culpabilité. Les enquêteurs soupçonnèrent Godino d'être impliqué dans d'autres agressions d'enfants. Ils ont donc intensifié la pression sur lui, et l'adolescent a fini par avouer toutes les atrocités qu'il avait commises. L'affaire du jeune homme aux grandes oreilles a eu un retentissement considérable dans la société argentine. Cayetano a été accusé de 4 meurtres, de 7 tentatives de meurtre et d'une série d'incendies criminels. Jusqu'alors, le pays n'avait jamais connu un tel cas. Un tueur en série aussi jeune, dont les victimes étaient exclusivement des enfants sans défense, était tout simplement sans précédent dans l'histoire de la nation. Par ailleurs, l'intérêt pour cette affaire a été renforcé par le développement croissant de la criminologie et, en particulier, par la théorie du criminel né. Cesare Lombroso, psychiatre italien et fondateur de l'anthropologie criminelle, avait étudié des centaines de criminels de son époque et conclu qu'ils présentaient tous des caractéristiques physiques spécifiques. Selon lui, ces traits étaient le résultat d'une régression évolutive naturelle s'étalant sur plusieurs générations. En d'autres termes, un criminel aurait presque toujours le visage d'un criminel. Lombroso décrivait ces individus comme ayant de grandes mâchoires, un front étroit, des pommettes saillantes, de grandes oreilles et des lèvres épaisses. Cayetano Santos Godino semblait correspondre parfaitement au profil criminologique décrit précédemment. Malgré son jeune âge, il était un tueur froid, totalement dépourvu de remords après avoir commis ses pires crimes. Les examens médicaux auxquels il a été soumis ont révélé que, outre la taille inhabituelle de ses oreilles, Cayetano présentait des bras anormalement longs et des organes génitaux disproportionnés. Ces particularités physiques ont été minutieusement consignées afin d'être utilisées dans le cadre des études sur le positivisme criminologique. Ces examens ont également révélé que le jeune homme portait au total 27 cicatrices sur le crâne. Il s'agissait apparemment de marques laissées par les violents passages à tabac que lui infligeait son père. D'après les résultats des tests psychiatriques, il a été établi que Cayetano n'était pas en mesure de prendre pleinement conscience de ses actes. En d'autres termes, il était considéré comme une personne irresponsable et mentalement instable. Cependant, il demeurait un criminel particulièrement rusé. Il se servait de son apparence inoffensive pour gagner la confiance des enfants. Il ciblait généralement les plus jeunes, plus faciles à manipuler. Godino leur offrait des friandises et les convainquait ensuite de le suivre dans un endroit isolé. Une fois à l'écart, il les attachait avec une corde qu'il portait en guise de ceinture, ce qui lui permettait de mieux les maîtriser pendant la torture. Bien qu'il ait parfois agi de manière impulsive, il peut être classé dans la catégorie des tueurs mixtes. Par définition, un tueur mixte combine des actes prémédités et des comportements impulsifs. Le 31 octobre 1914, un procès préliminaire a eu lieu au cours duquel le tribunal a déclaré Cayetano fou. En conséquence, le jeune criminel a été interné dans une unité fermée pour malades mentaux pour une durée indéterminée. Autrement dit, il ne serait plus jamais libre. La présence d'un patient aussi célèbre et agressif a semé l'inquiétude parmi le personnel et les autres détenus, et ces craintes étaient loin d'être infondées. Au début, Cayetano se contentait d'errer dans les couloirs, fixant les autres d'un regard menaçant. Mais peu après, il a tenté de passer à l'attaque. À la suite de cet incident, les autorités locales ont demandé son transfert vers une prison nationale.
Ainsi, le 18 mars 1923, il a été transféré sous escorte à une prison située dans la ville d'Ushuaïa, dans l'archipel de la Terre de Feu, surnommée la prison du bout du monde. Les conditions de détention dans cet établissement étaient particulièrement rudes. La température dans les cellules pouvait descendre jusqu'à 0 degré, même lorsque les poêles étaient en marche. Ouverte en 1902, la prison était destinée à accueillir des détenus particulièrement dangereux et des récidivistes. Le séjour de Cayetano en prison fut solitaire et éprouvant. Sa famille ne lui rendit jamais visite. Redoutant la stigmatisation publique, elle décida de retourner en Italie, abandonnant Cayetano à son sort. Cela n'avait peut-être pas grande importance, car il lui était interdit de recevoir des visites, d'échanger du courrier ou d'en envoyer. De toute façon, cette interdiction restait avant tout théorique, car peu de gens souhaitèrent le voir ou correspondre avec lui. Par ailleurs, il n'a jamais réussi à établir le moindre contact avec les autres détenus. Il était constamment méprisé, insulté et battu. Certains le soupçonnaient d'être un indicateur. Cayetano Santos Godinho est décédé le 15 novembre 1944. Il avait alors 48 ans. La version officielle de sa mort indique qu'il a succombé à une hémorragie interne causée par un ulcère du duodénum. Cependant, une autre version, plus populaire, affirme que Cayetano aurait tué 2 chats errants, considérés comme les animaux de compagnie de certains détenus. Il les aurait jetés dans un chaudron en ébullition. Pour cet acte, il aurait été battu à mort. Les codétenus ont eux-mêmes précisé qu'en raison des températures glaciales et des conditions climatiques extrêmes régnant dans la prison, il était peu probable qu'il y ait des animaux de compagnie, surtout des chats. En revanche, ils n'ont pas démenti les rumeurs selon lesquelles Godinho aurait été lynché par d'autres prisonniers. Les circonstances exactes de sa mort demeurent donc entourées de mystères. Cayetano a été enterré dans le cimetière de la prison. En 1947, sa tombe a été profanée et des inconnus ont volé la croix, la plaque et sa dépouille. Depuis, des rumeurs circulent affirmant qu'un membre haut placé du personnel pénitentiaire aurait acquis ces ossements et les utiliserait comme presse-papier ou comme sinistre souvenir. Qu'il s'agisse d'une simple légende ou non, la vérité est que ces restes n'ont jamais été retrouvés. Aujourd'hui, un musée subsisterait dans le bâtiment de l'ancienne prison où une sculpture en cire grandeur nature de Godinho figure parmi les objets exposés. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui a profondément marqué une époque en Argentine. Cette histoire criminelle a inspiré plusieurs films, une série télévisée, de nombreux ouvrages et des centaines de reportages journalistiques. Les protagonistes de cette affaire sont les membres de la famille connue sous le nom de Clan Puccio, ainsi que quelques-uns de leurs complices. Cette organisation criminelle structurée était dirigée par Archimedes Puccio, patriarche autoritaire et chef de famille. Archimedes Rafael Puccio est né le 14 septembre 1929 dans la ville de General Pico, située au nord-est de la province de La Pampa, en Argentine. Il était l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Après avoir obtenu un diplôme de comptabilité à la faculté des sciences économiques, il a entamé une carrière diplomatique en tant que vice-consul au ministère des Affaires étrangères. Très jeune, il a ainsi participé à plusieurs missions officielles en Europe. En 1973, il a intégré l'école supérieure d'administration politique. Bien qu'il n'ait quasiment aucune connaissance en matière de sport, il a été nommé vice-ministre des Sports de la municipalité de Buenos Aires. Par ailleurs, Archimedes a appartenu au bataillon de reconnaissance connu sous le nom de 601, une unité tristement célèbre pour son action pendant la Sale Guerre. Ses membres auraient été impliqués dans l'enlèvement et l'assassinat de centaines de personnes. Il était également affilié à l'Alliance anticommuniste argentine et engagé dans le mouvement nationaliste. Pourtant, aux yeux de ses voisins, il apparaissait comme un homme discret, courtois et sans prétention, que l'on voyait parfois balayer calmement le trottoir devant sa maison. Certains affirmaient même que cette habitude relevait d'une forme d'obsession, ou peut-être d'un rituel visant à vérifier que rien n'échappait à son contrôle et que personne ne l'observait. Archimedes a épousé Epifania Angeles Calvo, professeur de comptabilité et de mathématiques, né à Buenos Aires, le 5 octobre 1957. En 1958, leur premier enfant, Alejandro, vint au monde. 2 ans plus tard naquit Silvia, suivie 1 an après par Daniel. En 1963, ce fut Guillermo qui rejoignit la fratrie. 7 ans plus tard, la benjamine, Adriana, vint compléter la famille. Durant cette période, le couple fit l'acquisition d'une maison à 2 étages dans la banlieue aisée de San Isidro, près de Buenos Aires. Le rez-de-chaussée abritait un magasin familial spécialisé dans la vente d'équipements pour la pêche et les sports nautiques.
La famille possédait également un petit bar situé dans un bâtiment voisin où le patriarche se réunissait régulièrement avec ses complices pour planifier les enlèvements à venir. Ces rencontres avaient l'apparence de discussions anodines entre amis, autour de la politique nationale ou des résultats du dernier match de football. En réalité, elles servaient à mettre au point diverses opérations criminelles. Le bras droit d'Archimédès était son fils aîné, Alejandro, joueur de rugby professionnel, relativement connu pour avoir évolué au sein du club local Atlético San Isidro. Il convient de préciser que l'autre fils d'Archimédès, Guillermo, ne participait pas aux activités criminelles de la famille, puisqu'il avait émigré en Australie quelque temps avant les faits rapportés. Les principales actions liées à cette affaire se sont déroulées peu après la fin de la guerre dite des Malouines, qui s'est achevée en juin 1982. À cette époque, la situation en Argentine était particulièrement tendue et instable. Pour diverses raisons, Archimédès s'est retrouvé au chômage, ce qui l'a conduit à s'interroger sur les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. C'est dans ce contexte qu'il a pris la décision de se lancer dans une entreprise criminelle, l'enlèvement de personnes fortunées en vue d'obtenir une rançon. Après avoir obtenu le soutien de sa famille, il a repris contact avec d'anciennes connaissances et leur a présenté les grandes lignes de son projet. Le premier associé d'Archimédès fut Rodolfo Franco, un colonel à la retraite âgé de 76 ans, mis hors service en 1955 après avoir participé à un coup d'État militaire. À la suite de sa démission, il prit la fuite pour échapper à la justice argentine, d'abord en Uruguay, puis au Brésil, avant de revenir au pays quelques années plus tard. Rodolfo s'avéra être un élément précieux au sein du clan Puccio, dans la mesure où il disposait encore d'un accès direct aux armes et entretenait des liens étroits avec certaines branches des forces de l'ordre. Le deuxième complice était Fernandez Laborda, 42 ans, ancien agent des services de renseignement nationaux, militant du mouvement Nouvelle Argentine et de la résistance péroniste. Le péronisme constitue une idéologie politique singulière, directement associée aux principes et aux politiques du président Juan Perón. Enfin, le troisième associé se nommait Roberto Diaz, 44 ans, mécanicien de formation, promu superviseur de la maintenance dans une concession automobile de la ville. Roberto collaborait volontiers avec des chefs de gangs locaux, lesquels incendièrent volontairement des véhicules afin de percevoir des indemnités d'assurance. Ce qui unissait ces trois complices, c'était leur orientation politique commune. Tous appartenaient à la droite péroniste. Mais à cette convergence idéologique s'ajoutait désormais une cause plus lucrative, l'enlèvement de personnes contre rançon. Ces opérations furent longuement mûries et méticuleusement planifiées. Au bout d'un certain temps, le nom de la première victime fit surface. Il s'agissait d'un homme nommé Ricardo Manoukian, un homme d'affaires influent et propriétaire d'une chaîne de supermarchés. Manoukian connaissait Alejandro, le fils aîné d'Archimédès. Il leur arrivait de faire du bateau ensemble et de passer du temps lors de sorties amicales. Malheureusement, cette relation n'empêcha pas l'homme d'affaires d'être enlevé. Ricardo poursuivait sa vie comme à l'accoutumée, sans se douter qu'il était suivi chaque jour et que chacun de ses déplacements était scrupuleusement observé, qu'il s'agisse de ses allées et venues au bureau ou de ses visites chez sa maîtresse. L'enlèvement eut lieu le jeudi 22 juillet 1982. Ricardo monta dans sa voiture pour rejoindre des membres de sa famille dans un restaurant de la ville. En chemin, son véhicule fut intercepté par une Ford Falcon. 3 hommes cagoulés et armés en descendirent. Archimédès Puccio, Rodolfo Franco et Fernandez Laborda. Ils ouvrirent brusquement la portière du véhicule, saisirent Manoukian de force et le traînèrent hors de la voiture. Ils lui attachèrent les poignets, lui enfoncèrent un sac épais sur la tête, puis le conduisirent au domicile de la famille Puccio. C'est peut-être à cet instant précis que le sort de Ricardo Manoukian fut définitivement scellé. Archimédès le fit monter par l'escalier en colimaçon jusqu'au premier étage, où il l'enferma dans une salle de bain préalablement aménagée. Cette pièce, pourtant désignée comme une salle d'eau, ressemblait davantage à une chambre de torture tout droit sortie d'un film d'horreur. Les murs étaient entièrement tapissés de journaux, tandis que le sol et le plafond étaient recouverts de bâches en polyéthylène. C'est dans cette pièce sinistre que Ricardo Manoukian passa les 11 jours suivants. Le lendemain, Archimédès contacta la famille de Ricardo depuis une cabine téléphonique et entama les négociations. Pendant ce temps, l'otage était surveillé par Alejandro, le fils aîné d'Archimédès, qui connaissait personnellement Ricardo. La famille de la victime exigea une preuve de vie.
Archimédès contraignit alors Manoukian à rédiger une lettre à ses proches. Dans ce message, Ricardo leur demandait de suivre scrupuleusement les instructions des ravisseurs et de ne rien signaler à la police. Il affirmait qu'il allait bien, qu'il recevait de l'eau et qu'on le nourrissait de riz et de poulet. Archimédès déposa cette lettre dans les toilettes d'un bar. Quelque temps plus tard, après s'être assuré que la lettre avait bien été récupérée et lue, il reprit contact avec la famille afin d'exiger une rançon de 250 000 $. Il communiqua également les adresses où seraient laissées les instructions relatives à l'échange. Ces instructions étaient inscrites sur de petits morceaux de papier, dissimulés à l'intérieur de canettes de bière vides, elles-mêmes déposées dans des boîtes aux lettres. Celles-ci avaient été réparties à des emplacements soigneusement choisis dans toute la ville. Quelques jours plus tard, Guillermo Manoukian, le frère de Ricardo, suivit les instructions et déposa une mallette noire contenant la rançon sur les marches de la cathédrale de San Isidro, à quelques rues seulement de la maison des Puccio, celle dans laquelle, au fond d'une salle de bain transformée, le captif était toujours retenu. Le jour même, Guillermo reçut un appel d'Archimédès, qui l'informa qu'il comptait libérer Ricardo le lendemain matin. En réalité, Alejandro, chargé d'apporter à boire et à manger à l'otage, craignait que Manoukian ne l'eût reconnu. Dès lors, une fois la somme exigée obtenue, les criminels décidèrent de modifier leur plan initial et d'éliminer Ricardo d'une manière radicalement différente. Ils lui administrèrent des somnifères, transportèrent son corps hors de la salle de bain et le déposèrent dans le coffre d'une voiture. Puis ils prirent la route en direction d'un lieu isolé, ouvrirent le coffre et abattirent l'otage de 3 balles. Le tireur aurait été Laborda. Il existe toutefois une autre version, selon laquelle chacun des complices aurait tiré une fois, afin de partager la responsabilité du meurtre dans une sorte de rituel collectif. Le corps fut ensuite jeté à terre, et les criminels placèrent à ses côtés une machine à écrire, celle-là même qui avait servi à rédiger les messages adressés à la famille de la victime. Plusieurs heures plus tard, les proches de Ricardo étaient toujours réunis autour du téléphone, attendant le dernier appel, celui par lequel les ravisseurs devaient annoncer que Ricardo avait été relâché. Enfin, l'appareil sonna. Mais à l'autre bout du fil, ce n'était pas la voix grave et glaciale d'Archimédès que l'on entendit, mais celle d'un policier, qui annonça que le corps de Ricardo venait d'être retrouvé, abandonné sur la rive d'un ruisseau. Ainsi, en l'espace de 11 jours, un groupe criminel organisé avait empoché une rançon et ôté la vie à un homme. Bientôt, ce fut au tour de la victime suivante, un homme de 25 ans nommé Eduardo Hall. Ingénieur industriel, relativement jeune marié, il venait tout juste d'apprendre qu'il venait d'être nommé président de l'usine sidérurgique fondée par son père, Florencio Hall. L'enlèvement eut lieu le 5 mai 1983. Comme chaque matin, Eduardo quitta son domicile pour se rendre au travail, mais n'y arriva jamais. Sa famille le chercha partout, en vain, aucune trace. Il semblait s'être littéralement volatilisé. Quelques jours plus tard, le père du jeune homme reçut un appel d'Archimédès qui l'informa qu'Eduardo avait été enlevé et lui ordonna d'attendre un prochain appel pour recevoir des instructions détaillées. Pendant ce temps, le jeune homme était séquestré dans un placard exigu, aménagé dans le bureau même de son ravisseur. L'enlèvement s'était déroulé selon un mode opératoire similaire à celui de Ricardo Manoukian. Quelques heures plus tard, Archimédès recontacta Florencio Hall et réclama une rançon de 350 000 $, ainsi que des preuves écrites attestant qu'Eduardo était toujours en vie. Il s'agissait de lettres manuscrites rédigées par le jeune homme lui-même, l'une adressée à son père, l'autre à son épouse. Dans ces lettres, Eduardo soulignait que l'argent va et vient, mais que la vie, elle, peut s'interrompre à jamais. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis le dernier appel, et les parents de la victime n'avaient toujours pas versé la rançon. Archimédès décida alors d'en réduire le montant à 200 000 $, puis suspendit tout contact avec la famille Hall pendant 1 semaine, préférant attendre une évolution de la situation. Durant ce laps de temps, les proches d'Eduardo demeurèrent sans la moindre nouvelle. Ils ignoraient s'il était encore en vie. Finalement, le ravisseur réapparut, mais cette fois-ci en s'adressant directement à l'épouse d'Eduardo. Il abaissa de nouveau le montant exigé, le ramenant à 100 000 $. Il convient de souligner que la conversation entre Archimédès et Madame Hall tourna mal dès les premières minutes. La jeune femme insultait son interlocuteur à chaque phrase. Elle déclara qu'elle ne connaîtrait pas la paix tant qu'il ne serait pas derrière les barreaux et proféra de nombreuses autres menaces. Loin d'être intimidé, Archimédès se montra intrigué par cette attitude.
Il eut le sentiment qu'elle le défiait ouvertement. Dès lors, il commença à la harceler par téléphone, l'appelant jusqu'à 6 fois par jour, parfois au cœur de la nuit, parfois dès l'aube. Plus troublant encore, lors de certains appels, il décrivait avec précision les vêtements que portait la jeune femme, ainsi que la pièce dans laquelle elle se trouvait. Cela laissait entendre qu'Archimédès surveillait lui-même le domicile de sa victime ou qu'il avait chargé l'un de ses complices de le faire. Finalement, 2 semaines après l'enlèvement, la famille du jeune homme s'acquitta de la rançon. En vain. Eduardo était déjà mort. Tout s'était déroulé exactement comme dans le cas de Ricardo. Les proches de la victime l'attendirent pendant des heures, mais il ne revint jamais. À ce jour, on ignore encore à quel moment les ravisseurs ont pris la décision de le tuer. On suppose toutefois que l'exécution aurait eu lieu le 4e jour de sa séquestration. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'ils l'ont conduite en voiture jusqu'à un champ, où un maçon engagé par Archimédès avait creusé un puits, celui qui allait devenir la tombe d'Eduardo Hall. À la suite de cette affaire, des tensions commencèrent à apparaître au sein du groupe criminel. Les relations entre les membres se dégradèrent progressivement, principalement parce qu'Archimédès s'octroyait une part bien plus importante de la rançon, persuadé qu'il accomplissait l'essentiel du travail. Malgré ce déséquilibre flagrant, aucun des complices n'osa véritablement remettre en cause son autorité. En juin 1984, le clan Puccio prit pour cible une nouvelle victime. Un jeune homme d'affaires nommé Emilio Naum, marié à Alicia Betty, avec qui il avait 2 filles. Selon le nouveau plan, les ravisseurs devaient intercepter le véhicule d'Emilio, le contraindre à en sortir, puis le forcer à monter dans le coffre. Ensuite, comme lors des enlèvements précédents, ils prévoyèrent de le conduire jusqu'au domicile d'Archimédès pour entamer les négociations. Mais rien ne se passa comme prévu. Le matin de l'enlèvement, Archimédès tenta de bloquer la route d'Emilio avec sa propre voiture. Le jeune homme, visiblement méfiant, comprit qu'un danger le menaçait. La tentative échoua. Un moment de panique s'ensuivit et la situation dégénéra rapidement. Pris de court, les ravisseurs abattirent Emilio sur place avant de prendre la fuite. Avant de quitter les lieux, ils essuyèrent soigneusement le véhicule de la victime afin d'effacer toute empreinte digitale. L'échec de cette opération ébranla profondément les membres du groupe. Pourtant, l'enquête policière n'aboutit jamais. Bien que le crime se fût déroulé en pleine rue, aucun témoin ne put être identifié. Les autorités formulèrent alors les hypothèses les plus hasardeuses. Certains avancèrent qu'Emilio était proxénète ou qu'il transportait des substances illicites. D'autres parlèrent d'un règlement de compte. Une des pistes les plus absurdes évoqua même un meurtre commis par son épouse. Mais Alicia, la veuve d'Emilio, refusa de rester passive. Elle lança sa propre enquête et retrouva rapidement un témoin oculaire capable de décrire la scène en détail, y compris les vêtements portés par les agresseurs. Selon lui, l'un d'eux portait un costume gris mal repassé. Cet homme n'était autre qu'Archimédès. Quelque temps plus tard, la veuve d'Emilio reçut un appel menaçant du chef du clan criminel. Celui-ci l'informa que son défunt mari lui devait une importante somme d'argent qui, avec les intérêts, s'élevait à 350 000 $. Il ajouta que, si elle refusait de payer, il n'hésiterait pas à s'en prendre à ses filles. Le ravisseur ne voulait pas renoncer à l'argent, estimant avoir consacré beaucoup de temps à l'organisation de l'enlèvement et à la surveillance de sa cible. Effrayée, Alicia choisit une autre voie. Elle contacta un juge qu'elle connaissait, lequel la mit en relation avec 2 agents de la section extorsion et fraude de la police fédérale argentine. Suivant les instructions des autorités, elle se rendit au lieu indiqué par le maître chanteur, accompagné des policiers, avec sur elle une somme d'argent destinée à servir de leurre. Mais Archimédès ne se présenta pas. Il est probable que l'un des policiers corrompus l'ait averti du piège tendu. Alicia n'eut alors d'autre choix que de quitter le pays. Le lendemain, elle s'envola pour Rio de Janeiro avec ses 2 filles. Délibérément, elle ne parla de son départ à presque personne. Durant son absence, c'est sa femme de ménage qui veillait sur la maison. Selon cette dernière, le jour même du départ d'Alicia et des enfants, le téléphone sonna. Lorsqu'elle décrocha, elle entendit à l'autre bout du fil de la musique brésilienne. La prochaine victime du clan Puccio devait être Nélida Bolini, une femme de 58 ans, propriétaire de plusieurs des plus grands concessionnaires automobiles et entreprises de pompes funèbres d'Argentine. Outre les motivations financières, les membres du clan criminel nourrissaient d'autres raisons de vouloir la faire disparaître.
Archimédès et ses complices soupçonnaient Nélida, ainsi que ses enfants, d'entretenir des relations commerciales avec leur ennemi idéologique, un certain Eduardo Macera. Officier de haut rang et homme d'État influent, Macera faisait partie de la junte militaire qui dirigeait alors l'Argentine. Le 23 juillet 1985, les ravisseurs interceptèrent Nélida dans la rue, lui couvrirent à la tête d'un sac, la forcèrent à monter dans une camionnette et la conduisirent directement à la Maison des Horreurs. Elle fut la première détenue à être enfermée dans une cellule récemment aménagée au sous-sol de la maison familiale des Puccio. Comme dans la salle de bain où avait été retenu Ricardo Manoukian, les murs étaient recouverts de journaux. Le sous-sol ne contenait qu'un lit de camp, un ventilateur et une botte de paille. Les ravisseurs souhaitèrent faire croire à Nélida qu'elle se trouvait dans un village éloigné de la ville. La cave dans laquelle elle était enfermée n'était accessible que par la cour intérieure de la maison. Ce passage était presque toujours dissimulé sous divers objets, tels que des bouteilles de vin et des outils. Le lendemain, Archimédès appela les fils de la femme enlevée et réclama une rançon de 500 000 $. Ceux-ci contactèrent immédiatement la police. Les forces de l'ordre mirent rapidement en place un dispositif de traçage des appels et commencèrent à surveiller la ligne téléphonique. Pendant ce temps, les jours passaient. Nélida, affamée, était toujours retenue dans la même pièce humide et sombre. Un jour, l'un de ses ravisseurs lui demanda si elle aimait le riz et le poulet. Lorsqu'elle répondit que oui, il versa dans ses mains une poignée de riz cru, y plaça un os de poulet, puis s'éloigna en riant longuement. Nélida perdit toute notion du temps. Elle ne savait plus depuis combien de jours elle était enfermée, ni s'il faisait jour ou nuit. Par moments, elle se demandait si elle n'était pas déjà morte. Elle devait faire ses besoins dans un seau, vidé une fois par jour. La plupart du temps, elle était maintenue sous sédatifs et ne recevait pratiquement rien à manger. De son côté, Archimédès poursuivait ses appels aux enfants de la victime, exigeant le paiement de la rançon, sans se douter que toutes ces conversations étaient désormais écoutées par les enquêteurs. C'est ainsi que la police découvrit que la majorité des appels provenaient de téléphones situés dans un seul et même quartier. 32 jours plus tard, les proches de la victime et les ravisseurs parvinrent finalement à un accord sur le montant de la rançon, ainsi que sur la date et le lieu de la remise. Le 23 août 1985, Archimédès, accompagné de ses complices, se rendit à l'endroit convenu pour récupérer l'argent. À peine sortis de leur véhicule et après avoir fait quelques pas, les malfaiteurs furent encerclés par des policiers armés qui leur ordonnèrent de se coucher au sol. Allongé, tenu en joue, Archimédès tenta d'improviser. Il se mit à crier que sa maison était remplie de dynamite, que toute intrusion provoquerait une explosion et que tout sauterait. Mais ces menaces arrivèrent trop tard. Presque au même moment, un groupe de 45 agents de police pénétrait déjà dans la maison. Tandis qu'ils fouillaient les lieux, le reste du groupe fut arrêté un à un, y compris Alejandro, qui se trouvait chez sa petite amie, en train de regarder un film. La femme enlevée fut retrouvée peu après dans une pièce spécialement aménagée au sous-sol. Lors de la perquisition menée dans la propriété des Puccio, les voisins se rassemblèrent autour de la maison. Beaucoup avaient du mal à croire que des crimes aussi brutaux et atroces avaient pu être perpétrés dans la demeure d'une famille aisée de San Isidro. Quelques heures plus tard, au cours de l'inspection du bureau du chef de famille, la police découvrit 2 mitrailleuses, une carabine équipée d'une lunette de visée, plusieurs radios, 4 masques, un ouvrage intitulé « Le manuel du kidnappeur », ainsi qu'un carnet contenant les noms de futures victimes. C'est ainsi que l'on apprit que le clan projetait d'enlever au moins 10 autres personnes. Le nom du prochain prisonnier prévu, un homme d'affaires actif dans le secteur de la pêche, était déjà marqué d'une croix. Mais ce nouveau crime ne devait jamais avoir lieu. Le clan Puccio venait de tomber. Au poste de police, Alejandro Puccio déclara qu'il ne savait rien et surtout qu'il n'était en rien impliqué dans les activités de son père. Il affirma que les policiers l'avaient torturé afin de lui faire porter la responsabilité de certains crimes. De nombreux amis du jeune homme prirent sa défense et confirmèrent ses propos lors de leurs échanges avec les médias. Ils répétèrent à maintes reprises qu'Alejandro était probablement l'homme le plus gentil et le plus aimable de tout le pays. D'après les personnes interrogées, il est même possible qu'il n'ait jamais su que plusieurs personnes avaient été retenues contre leur gré pendant de longues périodes dans la maison familiale. Archimédès, quant à lui, se montra bien plus laconique dans ses déclarations aux autorités et à la presse. Il se contenta de répéter inlassablement la même phrase
Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à voir avec les enlèvements. Dans le même temps, les médias recueillirent les témoignages de proches des personnes enlevées. Alicia Betty, l'épouse d'Emilio Naum, exprima son indignation en déclarant que les membres de la sinistre famille Puccio avaient d'abord ôté la vie à son mari, avant de lui extorquer de l'argent, ce qui l'avait contrainte à quitter le pays pendant un certain temps. Guillermo Manoukian, le frère de Ricardo, se déclara convaincu que ces individus, membres du clan criminel, étaient directement impliqués dans l'enlèvement et le meurtre brutal de son frère. Il ajouta que si ces criminels venaient un jour à être relâchés, ils tueraient à nouveau, sans le moindre doute. L'épouse d'Archimédès, Epiphania, ainsi que ses filles, bien qu'arrêtées dans un premier temps, furent relâchées par la suite, faute de preuves suffisantes à leur encontre. De leur côté, Fernandez Laborda, Rodolfo Franco et Roberto Diaz, directement impliqués dans les enlèvements, décidèrent presque aussitôt de passer aux aveux et furent condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Quelques jours après leur arrestation, ils conduisirent les autorités jusqu'à l'endroit où Eduardo Olé avait été enterré. Le maçon qui avait creusé le puits, devenu la tombe du jeune homme, fut également arrêté. Bien qu'il ait tenté de justifier ses actes en affirmant qu'il construisait le puits à d'autres fins, les autorités rejetèrent cette version. Fernandez Laborda déclara plus tard qu'il regrettait de ne pas avoir tué Archimédès. Il affirma qu'il avait sa propre vérité, mais que celle-ci ne l'avait jamais quitté. En dehors de cette déclaration et de sa confession initiale, il ne prononça plus un mot. En 2020, il fut victime d'un accident vasculaire cérébral, perdit l'usage de la parole et mourut seul, sous surveillance constante. L'un des avocats de Laborda fut Alberto Fernandez, l'actuel président de la République argentine. Alejandro Puccio, fils et bras droit d'Archimédès Puccio, fut finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1985. Par la suite, il épousa une femme qui lui avait écrit pendant longtemps depuis l'extérieur. Il mourut en 2008 des suites de complications liées à une pneumonie. Archimédès Puccio fut lui aussi condamné à la réclusion à perpétuité en 1985. Durant son incarcération, il géra la bibliothèque de la prison, apprit un nouveau métier et devint avocat. En 2008, après 23 années de détention, il fut libéré de manière anticipée. Une fois dehors, il se fiança à sa première cliente, une femme de 48 ans prénommée Graciela. Il mourut à l'âge de 84 ans, des suites de complications provoquées par un accident vasculaire cérébral, et passa les dernières années de sa vie dans la maison d'un pasteur évangélique à General Pico, sans jamais reconnaître ses crimes. Le corps d'Archimédès demeura à la morgue de la ville pendant une semaine, sans qu'aucune disposition ne soit prise pour organiser ses funérailles. La police contacta sa nièce afin qu'elle prenne en charge la veillée funèbre et l'enterrement, mais celle-ci refusa catégoriquement. Elle se contenta de récupérer quelques effets personnels du défunt, des livres, des magazines et des manuscrits. Les vêtements d'Archimédès, ainsi que son téléphone portable, furent enterrés avec son corps dans le cimetière de la ville de General Pico, dans une section que les fossoyeurs locaux appellent le lieu des oubliés. Les tombes y sont toutes identiques et ne se distinguent que par les inscriptions gravées sur les pierres. En réalité, il s'agit d'une vaste fosse commune. Aucune personne ne se présenta aux funérailles de l'ancien chef du clan criminel. Lors de leur dernière conversation téléphonique, son ex-épouse Epiphania lui déclara froidement qu'elle lui souhaitait une mort rapide. Quelques jours après cet appel, Archimédès apprit que sa fille Sylvia était morte d'un cancer. Il tenta alors de renouer le contact avec elle, mais elle lui répondit qu'elle comptait changer de numéro de téléphone pour qu'il ne puisse plus jamais la joindre. L'ex-épouse d'Archimédès, Epiphania, est aujourd'hui âgée de 91 ans. Elle porte toujours le nom de famille Puccio. La justice argentine n'est jamais parvenue à prouver son implication dans les enlèvements. Adriana, la plus jeune fille d'Epiphania et d'Archimédès, avait 15 ans au moment des faits. Il est peu vraisemblable qu'elle ait pu ignorer ce qui se passait dans la maison familiale. Elle travaille aujourd'hui dans la vente de bateaux. On sait très peu de choses sur Guillermo Puccio. Il aurait quitté l'Argentine pour l'Australie dès qu'il aurait soupçonné son père et son frère de préparer quelque chose d'illégal. Il ne serait revenu au pays qu'en 2020. En septembre 2000, Daniel Puccio fut arrêté par les autorités brésiliennes pour usage de faux documents. En 2015, le réalisateur argentin Pablo Trapero réalisa le film Le Clan, inspiré de l'histoire criminelle de la famille Puccio. Cette œuvre devint le film le plus rentable de l'année en Argentine.
L'histoire du clan Puccio constitue un nouveau chapitre dans la mémoire d'une période sombre et violente de l'histoire argentine. Liliana Ara a longtemps pleuré sa fille Rosalia, dont les restes n'ont été retrouvés qu'1 an après sa disparition. Elle était jeune et pleine d'espoir, mais les dernières années de sa vie ont été marquées par de grandes souffrances. À la fin, elle est devenue un symbole tragique de la lutte contre les violences faites aux femmes en Argentine. Rosalia Daniela Jara est née le 12 septembre 1997 à Fortín Olmos, une petite ville du département de Vera, dans la province de Santa Fe, en Argentine. Elle a grandi dans une famille modeste mais chaleureuse, dirigée par sa mère, Liliana Jara. Rosalia a passé toute son enfance et son adolescence à Fortín Olmos, où elle a effectué ses études primaires dans une école du quartier San José Obrero. Elle a toujours rêvé de devenir enseignante ou policière. C'était une jeune femme douce et attentionnée, particulièrement dévouée à sa famille. Alors qu'elle était en 6e année, Rosalia a rencontré un homme nommé Juan Oscar Valdés. Il était enseignant suppléant, remplaçant occasionnellement les titulaires. Bien que Rosalia soit encore une enfant et que Juan soit marié, ils ont entamé une relation amoureuse qu'ils ont gardée secrète pendant plusieurs années. En réalité, leur différence d'âge était considérable. Selon certains rapports, Rosalia n'avait que 13 ans, tandis que Juan en avait 32. La jeune fille n'a confié l'existence de cette relation qu'à sa sœur. Sa mère, Liliana, ne l'a découverte que lorsque Rosalia est tombée enceinte. Après la naissance de sa fille Alma, Juan s'est éloigné de Rosalia et a refusé de reconnaître l'enfant. Environ 1 an plus tard, Rosalia a commencé à vivre avec un homme nommé Aldo. Là encore, une grande différence d'âge les séparait. Leur relation n'a jamais été vraiment paisible et, après une énième dispute, ils ont décidé de se séparer. Le samedi 1er juillet 2017, Rosalia est allée voir sa mère pour lui demander de s'occuper de sa fille de 2 ans, Alma. Elle a quitté la maison sans emporter presque rien. Liliana pensait que sa fille ne comptait pas s'absenter longtemps. Et c'était probablement le cas, jusqu'à ce que quelqu'un bouleverse ses plans. Ce soir-là, Rosalia portait une veste de sport rouge à capuche, un jean bleu et des baskets roses qu'elle venait d'acheter. Selon certaines rumeurs, elle serait allée jouer aux cartes avec les 400 derniers pesos, l'équivalent de 20 $ américains, qu'elle avait empruntés. D'après ses propres mots, elle avait besoin d'argent et avait décidé de tenter sa chance. Vers 9h du soir, Liliana a appelé sa fille. Rosalia lui a répondu qu'elle se trouvait dans un bar et qu'elle passait la soirée avec des amis à jouer au stud poker à 5 cartes. En fin de compte, Rosalia n'a rien dit à sa mère qui aurait pu éveiller ses soupçons. Ce fut la dernière fois qu'elles ont été en contact. Vers 10h du soir, Rosalia a été aperçue quittant le bar. Elle parlait au téléphone portable et se dirigeait vers le poste de contrôle. Après minuit, Liliana a tenté en vain de joindre sa fille, mais celle-ci ne répondait pas. Le lendemain, elle s'est rendue au poste de police pour signaler la disparition de Rosalia, qui n'était pas rentrée chez elle. Pour Liliana, cette situation était incompréhensible, car elle savait que sa fille aimait profondément Alma et qu'elle n'aurait jamais pu l'abandonner ainsi. Cependant, les policiers n'ont pas pris les déclarations de la mère au sérieux et ont refusé de lancer des recherches, affirmant que la jeune femme de 19 ans avait probablement choisi de ne pas rentrer volontairement. Plusieurs jours se sont écoulés depuis le signalement initial de Liliana, mais les autorités locales n'ont toujours rien entrepris pour retrouver sa fille. Une semaine après la disparition de Rosalia, des militantes féministes locales ont organisé une manifestation pour faire pression sur les autorités judiciaires. Le 11e jour après la disparition, les autorités ont finalement lancé une opération de recherche couvrant Fortín Olmos et ses environs. Quelques semaines plus tard, des fonctionnaires locaux ont rejoint les recherches, de même que des agents de l'unité de lutte contre la traite des êtres humains. Pendant plusieurs jours, ils ont fouillé méthodiquement chaque lieu et ont fini par découvrir plusieurs objets susceptibles d'être liés à la disparition de Rosalia. Cependant, leurs attentes ont été déçues. Aucune preuve décisive n'a été trouvée. Il convient de noter qu'après la disparition de la jeune fille, presque toute l'attention des autorités s'est portée sur Juan Valdés. La police a constaté qu'il avait quitté son domicile vers 9h du soir le 1er juillet, au volant d'une Toyota Corolla blanche, et que son itinéraire coïncidait en partie avec les déplacements présumés de Rosalia. Il a également été établi que Juan n'est rentré chez lui qu'après 1h du matin. En outre,
Plusieurs jeunes présents près du bar ce soir-là ont affirmé avoir vu une voiture blanche aux vitres teintées, semblable à celle de Juan. Apparemment, ce dernier savait que les policiers le soupçonnaient d'être impliqué dans la disparition de Rosalia. Sinon, comment expliquer qu'il ait détruit son téléphone peu avant que l'appareil ne soit saisi par les autorités? L'examen de l'historique des appels et l'analyse de la localisation du téléphone de Rosalia, qui n'a malheureusement jamais été retrouvé, ont également permis d'identifier Juan. Selon les données disponibles, la nuit de la disparition de la jeune femme, une vingtaine d'appels ont été enregistrés entre leurs 2 numéros de téléphone portable. Plus inquiétant encore, la plupart de ces appels avaient été initiés par Juan. En outre, l'analyse de la géolocalisation par triangulation des signaux d'antenne a révélé qu'à un moment donné, les téléphones portables de Rosalia et de Juan se trouvaient à proximité l'un de l'autre. De plus, le système de navigation par satellite, également appelé GPS, a enregistré que la voiture de Juan avait traversé une zone boisée à la périphérie de la ville. Sur la base de ces éléments et des dépositions de plusieurs témoins, l'homme a été arrêté à la fin du mois de juillet 2017. Le 9 août 2017, au petit matin, les policiers ont lancé une série d'opérations visant à reconstituer la chronologie des événements ayant précédé la disparition de Rosalia. Les représentants du ministère de la Sécurité ont confirmé qu'au cours de ces opérations, plusieurs perquisitions avaient été effectuées. L'une d'elles s'est déroulée dans le centre de santé municipal et les 2 autres au domicile de plusieurs policiers, qui se sont révélés suspects par la suite. La perquisition menée au centre de santé avait pour principal objectif de rechercher des preuves éventuelles indiquant que Rosalia aurait subi un avortement peu avant sa disparition. Cette hypothèse a finalement été écartée. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent et le principal suspect refuse toujours de s'exprimer sur sa relation avec Rosalia ainsi que sur les nombreux appels téléphoniques qu'il a passés le jour où elle a été vue vivante pour la dernière fois. En avril 2018, lors de l'audience relative à la mesure de contrainte tenue à Vera, le juge du tribunal pénal préparatoire a rejeté la demande de l'avocat de Juan visant à obtenir sa remise en liberté pendant la durée du procès. En outre, il a ordonné que l'accusé reste en détention pour une durée indéterminée, estimant que le risque d'entraver les témoignages ou d'influencer les témoins demeurait. Quant aux déclarations de l'avocat de Juan, celui-ci a affirmé que l'accusation ne disposait d'aucune preuve incriminant son client dans les faits reprochés. Il a également soutenu que son client avait coopéré avec les autorités depuis le début de l'enquête. Enfin, il a réfuté les arguments du parquet selon lesquels Juan aurait intentionnellement détruit son téléphone pour faire disparaître les preuves matérielles. Le dimanche 26 août 2018, 2 chasseurs ont découvert des restes humains près d'un ruisseau dans la commune de Golondrina. Il s'agissait d'un crâne et de plusieurs fragments d'ossements humains. En outre, une veste de sport, des baskets roses et plusieurs autres objets personnels susceptibles d'appartenir à la victime ont été retrouvés au même endroit. Les proches de Rosalia ont reconnu la plupart de ces objets. Les restes ont été transportés à l'Institut de médecine légale pour une analyse anthropologique. Peu après, la police d'investigation s'est rendue au domicile d'Aldo, l'ancien compagnon de Rosalia, car c'est là que la jeune femme vivait au moment de sa disparition. Avec l'autorisation du propriétaire des lieux, les enquêteurs ont pénétré à l'intérieur et ont trouvé une serrure correspondant à la clé découverte dans la poche de la veste de sport. Cependant, Aldo a affirmé avoir dû forcer la porte d'entrée, car il n'habitait plus à cette adresse depuis longtemps et ignorait où se trouvait son trousseau de clés. Le 8 septembre 2018, les enquêteurs ont mené plusieurs nouvelles opérations liées à l'affaire. La première s'est déroulée dans les locaux du service municipal de santé et avait pour objectif principal de prélever des échantillons de sang sur Liliana et sa petite-fille Alma afin de procéder à une analyse comparative de l'ADN dans le but de déterminer si les restes retrouvés appartenaient à Rosalia. Au début du mois de novembre de la même année, le personnel de l'Institut médico-légal argentin a confirmé que les restes retrouvés étaient bien ceux de la jeune femme disparue. Le rapport final indique que la probabilité que les échantillons analysés appartiennent à Rosalia est de près de 100%. Bien que les experts médico-légaux n'aient pas été en mesure d'établir la cause exacte du décès, il est évident que la mort de la victime résulte d'un acte de violence physique. Cette conclusion est étayée par la présence de graves lésions dans la région de la pommette gauche, ayant conduit à une destruction partielle du crâne. Pour Gustavo Latorre, le procureur en charge de l'affaire, les informations obtenues constituent une avancée décisive dans l'enquête. Quelque temps plus tard, après l'accomplissement de toutes les procédures nécessaires, la dépouille de Rosalia a été remise à sa famille pour être inhumée.
Après avoir obtenu la confirmation circonstancielle que Rosalia avait perdu la vie à la suite d'un acte de violence physique, le parquet de l'État a annoncé que le crime était désormais requalifié en féminicide. Ce n'est qu'1 an et demi après la disparition mystérieuse de Rosalia que l'affaire a donné lieu à un procès oral et public. Le 18 décembre 2018, Juan Valdez a été officiellement accusé de féminicide. L'avocat de la défense s'est opposé à cette qualification, soutenant que les causes exactes de la mort de Rosalia n'avaient jamais été établies. Après avoir entendu cet argument, le tribunal a ordonné l'exhumation des restes pour un nouvel examen. Quelques mois plus tard, le juge initial a été relevé de ses fonctions en raison d'une présumée partialité envers l'accusé. Le 2 juillet 2018, le nouveau juge a entamé ses fonctions en rejetant une nouvelle demande de l'avocat de Juan visant à annuler la décision de prolonger sa détention provisoire. Durant toute la phase préliminaire de l'affaire, les médias locaux ont régulièrement rendu compte des aspects les plus marquants de l'enquête. En particulier, ils ont rapporté que le procureur général, Gustavo Latorre, avait affirmé que Juan avait tué Rosalia parce qu'elle réclamait de l'argent pour l'entretien d'Alma. Selon le procureur, Juan savait parfaitement qu'Alma était sa fille. Gustavo Latorre a précisé qu'1 jour avant sa disparition, Rosalia avait appelé Juan pour lui reprocher à nouveau son refus de soutenir et de reconnaître sa fille. Parallèlement, les médias ont également couvert l'action en justice intentée par Aldo, l'ancien compagnon de Rosalia, visant à prouver qu'Alma n'était pas réellement sa fille. Il semblerait qu'Aldo ait engagé cette procédure pour tenter de récupérer la maison où Rosalia vivait récemment et qu'il avait été contraint de quitter par décision de justice à la suite d'une plainte de Rosalia pour violence physique. Pour en revenir au procès, selon l'hypothèse principale de l'accusation, le samedi 1er juillet 2017, profitant de l'absence de sa femme, Juan a contacté Rosalia et lui a demandé de le rejoindre. Comme mentionné précédemment, ce jour-là, plusieurs appels téléphoniques ont eu lieu entre Rosalia et Juan, le dernier ayant été initié par l'accusé. Cet appel n'a duré que 30 secondes, mais ce laps de temps aurait suffi à Juan pour indiquer le lieu et l'heure exacte du rendez-vous. Il est supposé qu'en retrouvant Rosalia, Juan aurait fait usage de la force pour la contraindre à monter dans sa voiture et éteindre son téléphone portable. Dès ce moment, le signal émis par le téléphone de la jeune femme est devenu indétectable. Selon la chronologie approximative des événements établis par les procureurs adjoints, Juan aurait pris la route avec Rosalia en direction de la commune de Golondrina. À un moment donné, l'accusé lui aurait porté un coup à la tête, causant ainsi sa mort. Il aurait ensuite parcouru quelques kilomètres supplémentaires jusqu'à un ruisseau pour se débarrasser du corps. Au cours de l'audience, le procureur a de nouveau présenté toutes les preuves admises dans le cadre de l'affaire. Outre le rapport des experts de l'Institut de médecine légale, l'accusation disposait des dépositions de plusieurs témoins, des protocoles de recherche, des résultats des analyses ADN et des conclusions des experts en criminalistique. Le dossier comprenait également des informations fournies par les compagnies de téléphonie, notamment des données relatives aux appels et aux messages, ainsi que des informations sur la géolocalisation qui ont pleinement soutenu les arguments de l'accusation. En outre, les procureurs adjoints disposaient du témoignage de Macarena, l'une des belles-filles de Juan, âgée de 20 ans. Elle a affirmé que son beau-père avait quitté la maison vers 21h ce soir-là et qu'elle ne l'avait pas vu revenir. Ce témoignage contredit les déclarations de l'accusé qui a maintenu qu'il s'était endormi tôt ce soir-là et n'avait pas quitté son domicile. Un autre élément de preuve, bien que circonstanciel, concernait le comportement inapproprié de Juan envers des adolescentes. Cette information était fondée sur le témoignage d'une jeune fille qui aurait été victime de son comportement obscène alors qu'elle n'avait que 12 ans. De plus, d'autres éléments ont révélé que Juan avait eu des problèmes dans l'établissement scolaire où il enseignait occasionnellement, tous liés à ses relations avec des mineurs. En novembre 2019, les proches de Rosalia ont changé d'avocat. Quelques mois plus tard, en mars 2020, la nouvelle représentante légale de la famille, Carolina Walker, a déclaré qu'après avoir examiné le dossier, elle avait constaté que l'enquête ne prenait pas en compte certains aspects liés au genre. Elle a également jugé étrange que Juan n'ait jamais été accusé d'avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle de Rosalia, alors même que leur relation amoureuse avait commencé bien avant que la jeune fille n'atteigne la majorité. En outre, Carolina a affirmé que lorsqu'elle avait commencé à recueillir des informations sur les crimes potentiels commis par Juan, il lui était apparu clairement qu'elle avait affaire à un véritable prédateur. Elle n'a donc pas exclu la possibilité d'affaires parallèles futures liées à ces crimes. Le procès principal qui s'est tenu au tribunal de Vera
s'est ouvert le mardi 7 juillet 2020, soit 3 ans après la disparition de Rosalia et 2 ans après la découverte de ses restes. En raison des mesures de distanciation sociale imposées par la pandémie, seuls les principaux représentants des parties étaient présents dans la salle d'audience. Tous les autres participants au procès, y compris les membres des médias et divers experts, se trouvaient dans d'autres espaces du palais de justice. Compte tenu de l'importance publique de l'affaire et des restrictions déjà annoncées, plusieurs organisations féministes qui soutiennent activement les proches de Rosalia ont demandé aux autorités de retransmettre quotidiennement le déroulement du procès. Dans son discours d'ouverture, le procureur Gustavo Latorre a annoncé son intention de demander une peine de réclusion à perpétuité pour l'accusé. Et les raisons ne manquent pas. La principale réside dans le fait que la victime a toujours entretenu une relation profondément déséquilibrée avec l'accusé. Juan exerçait non seulement un contrôle total sur elle en tant que personne, mais il la maltraitait également sur le plan social. En outre, il la sollicitait régulièrement pour des relations intimes en échange d'argent ou de petits cadeaux, créant ainsi une forme de dépendance à son égard. Lorsque Rosalia est tombée enceinte, il s'est tout simplement désintéressé d'elle et a refusé de reconnaître leur enfant commun. Par conséquent, la peine requise n'est en rien disproportionnée par rapport à l'ampleur du préjudice infligé à l'ensemble des membres de la famille Hara. De son côté, l'avocate des parents de la victime, Carolina Walker, a vivement critiqué l'attitude des autorités lors du signalement de la disparition de la jeune femme. Elle a souligné qu'au début, les forces de l'ordre n'avaient fait preuve d'aucune diligence dans la recherche de Rosalia et, de manière générale, n'avaient pas pris l'affaire au sérieux. Elle a également rappelé que les restes de la jeune femme n'avaient pas été découverts par la police, mais par 2 chasseurs. En outre, Carolina a affirmé qu'elle soupçonnait l'un des policiers d'avoir prévenu Juan des soupçons qui pesaient sur lui. En conséquence, toutes les informations compromettantes ont disparu peu avant son arrestation. Au cours du procès, qui a duré environ 1 mois, une centaine de rapports d'expertise ont été présentés. En outre, des informations détaillées concernant les communications téléphoniques entre Rosalia et l'accusé le jour de sa disparition ont été exposées. On a ainsi appris que le dernier appel passé par Juan coïncidait avec l'heure approximative à laquelle la jeune femme avait quitté le bar. Peu après, le téléphone portable de Rosalia a été éteint. Outre les témoins ayant aperçu une voiture blanche similaire près du bar, d'autres ont affirmé avoir vu Juan quitter son domicile vers 21h et n'y revenir que 4h30 plus tard. Selon les procureurs, ce laps de temps était largement suffisant, tant pour commettre le crime que pour se débarrasser du corps. Un autre élément de preuve important, déjà mentionné, est la géolocalisation des téléphones par triangulation des signaux des antennes relais. Elle a révélé que, pendant un certain temps, les téléphones portables de Juan et de Rosalia se trouvaient à proximité l'un de l'autre dans la même zone géographique. Au vu de tous ces éléments, on peut affirmer que les représentants de l'accusation ont présenté une plaidoirie convaincante, exposant de manière détaillée l'ensemble des preuves directes et circonstancielles établissant la culpabilité de Juan Valdez dans ce crime. Ils étaient convaincus à 100% que la vie de Rosalia avait été brutalement interrompue par un acte de violence physique commis par l'accusé. Bien que la cause exacte du décès n'ait jamais été formellement établie, les anthropologues légistes estiment que Rosalia est probablement morte des suites d'un coup porté à l'os zygomatique gauche. Juan a également eu l'occasion de s'exprimer pour sa propre défense. Il a tenté de réfuter toutes les preuves présentées par les autorités, notamment l'accusation d'avoir intentionnellement endommagé son téléphone portable. En outre, l'accusé a soutenu qu'en concentrant leurs efforts uniquement sur lui, les enquêteurs avaient commis une grave erreur, les empêchant ainsi d'identifier la personne réellement responsable de la mort de Rosalia. Le 3 août 2020, le verdict tant attendu est enfin rendu. Le tribunal déclare Juan Valdez coupable de l'ensemble des chefs d'accusation. L'homme a écouté sa sentence, les yeux baissés. Un grand nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes appartenant à diverses organisations de défense des droits de l'homme s'étaient rassemblés à l'extérieur de la salle d'audience. Tous avaient apporté un soutien constant aux proches de Rosalia et avaient suivi le procès à leur côté. Quelque temps après la condamnation, l'avocat de Juan a fait appel du jugement du tribunal de première instance. Lors de l'audience en appel, le représentant légal de l'accusé a soutenu que l'accusation n'avait pas apporté de preuves irréfutables établissant que Rosalia était effectivement montée dans la voiture de Juan le jour de sa disparition. En outre, l'avocat a désigné Aldo, le dernier compagnon de la jeune femme, qu'elle avait accusé à plusieurs reprises d'agression sexuelle, comme le véritable auteur des faits.
Selon le représentant légal de Juan, le simple fait que son client ait eu un enfant avec Rosalia ne constitue en aucun cas une preuve qu'il aurait eu une raison valable de commettre un crime aussi grave. De leur côté, les représentants de l'accusation ont tenté de réfuter les arguments de la défense. Selon eux, dès le début de l'enquête, plusieurs pistes avaient été envisagées, mais elles avaient été écartées dès lors que l'ensemble des éléments de preuve avaient convergé vers Juan. Carolina Walker, représentante légale des parents de la victime, a approuvé les déclarations des procureurs tout en mettant en doute la bonne foi de l'avocat de Juan, l'accusant d'avoir sciemment déformé le dossier. Le 7 octobre 2021, la Cour d'appel de Vera a rendu son verdict. Dans une décision unanime, les 3 juges ont rejeté l'appel ainsi que la demande d'annulation du jugement déposé par l'avocat de Juan. Ils ont ainsi confirmé le jugement prononcé précédemment par le tribunal de première instance qui avait condamné l'homme à la réclusion à perpétuité pour meurtre avec circonstances aggravantes de violences sexistes. En outre, le ministère public a été chargé de mener une enquête interne sur l'infraction présumée commise par certains membres de la police de Fortin Olmos. La mort de Rosalia Jara a été une affaire qui a rassemblé le public et les mouvements féministes dans le nord de la province de Santa Fe. Elle a mis en lumière le problème des violences sexuelles, attirant l'attention des médias locaux et devenant un sujet central des débats politiques. Bien que les proches de Rosalia aient obtenu justice, cela n'a pas suffi à refermer leurs blessures. Avoir de l'influence, devenir célèbre, parcourir le monde, recevoir une éducation de qualité, rencontrer des personnes inspirantes, autant de rêves partagés par de nombreux jeunes ayant grandi à l'ère des réseaux sociaux et des technologies modernes. Daniela Patinho Ginestrosa incarnait parfaitement cette génération. Elle possédait de l'ambition, de l'intelligence et une volonté profonde de saisir toutes les opportunités pour s'épanouir. Pourtant, ce rêve ne s'est jamais réalisé. Daniela est née en 1997, le même jour que sa sœur jumelle, Sarah. Leur mère, Marta Inestrosa, et leur père, Elkin Patinho, vivaient dans la municipalité de Belo, située dans le département d'Antioquia, en Colombie. Les parents de Daniela ont travaillé sans relâche pour financer ses études universitaires en communication sociale et en journalisme. Martha occupait un poste de réceptionniste dans un petit hôtel, tandis qu'Elkin était assistant comptable dans une entreprise appelée Éducation sans frontières. À un certain moment, Elkin a perdu son emploi. Conscient de la situation, il a eu une conversation sérieuse avec Daniela et lui a expliqué que sa femme et lui ne pourraient plus assumer ses frais de scolarité. Daniela, qui avait toujours rêvé de devenir écrivaine, blogueuse, actrice ou journaliste, souhaitait également découvrir le monde. C'est sans doute pour cette raison qu'elle a décidé de chercher du travail à l'étranger, hors de son pays natal, la Colombie, afin de réunir suffisamment d'argent pour rentrer chez elle et terminer ses études universitaires. Ainsi, au début du mois de juillet 2018, elle a fait ses valises et, malgré sa méconnaissance de l'hébreu et d'autres aspects tout aussi essentiels, elle a entrepris un voyage en Israël. Selon certaines sources, ce voyage aurait été en partie financé par une amie. Du moins, c'est ce qu'elle a affirmé à ses parents avant de partir. Pendant 9 mois, Daniela a vécu dans la ville de Givatayim, située dans le district de Tel Aviv, au cœur de l'agglomération de Gush Dan. Durant son séjour en Israël, elle a enregistré de courtes vidéos pour YouTube et publié des photos, principalement prises sur les plages locales. On sait que pendant cette période, Daniela a travaillé dans un restaurant pour économiser suffisamment d'argent afin de payer le semestre et atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé avec sa sœur jumelle, Sarah, aider leurs parents à faire face à la situation. La jeune fille ne rentre en Colombie qu'en avril 2019. Martha et Elkin s'attendaient à ce qu'elle reprenne ses études. Cependant, au cours des derniers mois, les projets de leur fille avaient radicalement changé. Désormais, Daniela n'a plus qu'une idée en tête: partir en Espagne. Ses parents n'étaient évidemment pas favorables à cette idée, d'autant plus qu'ils désapprouvaient le fait qu'elle ne poursuive pas ses études. Malgré leur réticence, ils ont fini par céder, estimant que l'expérience de Daniela en Israël avait été positive. Toutefois, à l'approche de la date de départ, ils commencent à s'inquiéter du manque d'informations concernant le voyage. Daniela a alors 22 ans, mais ses parents restent préoccupés par sa sécurité. De surcroît, le fait de ne pas connaître la personne qui l'a invitée en Europe leur inspire une vive appréhension. Pourtant, la jeune fille les rassure autant qu'elle le peut, répétant qu'ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Le jeudi 15 août 2019, la veille de son départ,
Marta et Daniela se promènent dans le centre de Medellín et font quelques achats. Tout semble se dérouler normalement, mais certaines choses préoccupent les deux femmes. D'abord, elles s'interrogent sur la décision de repartir si rapidement, prise de façon apparemment impulsive. Ensuite, le comportement de Daniela les inquiète. Elle n'a jamais communiqué les informations relatives à son vol et a refusé d'être accompagnée à l'aéroport. À la veille du départ, les zones d'ombre demeurent. Aucun détail précis concernant le vol, aucune information sur la personne censée accueillir Daniela à l'aéroport, ni sur l'heure à laquelle elle prévoit de rentrer chez elle. De plus, la jeune fille a dit à son père qu'elle préférait prendre un taxi afin qu'il n'ait pas à rentrer tard le soir. Elkin a insisté pour obtenir le numéro de vol afin de l'aider à s'enregistrer, mais Daniela a refusé, affirmant que son ami s'en était déjà occupé. Toutes ces incohérences trottent dans l'esprit des parents. Un pressentiment leur murmure que quelque chose cloche, mais ils sont loin d'imaginer le drame qui s'apprête à se jouer. Quelques heures plus tard, Daniela envoie des photos prises à l'aéroport. On la voit dîner seule. Selon certaines sources, son vol était prévu pour 19 heures, mais il a été légèrement retardé. Après le départ supposé, Marta et Elkin se couchent, mais leur sommeil est interrompu à l'aube par un message vidéo de Daniela, reçu sur leur téléphone portable. Comme le vol vers l'Espagne devait durer au moins 9h30, ils comprennent immédiatement que quelque chose ne va pas. Inquiets, ils demandent à leur fille où elle se trouve. Daniela leur répond qu'à la dernière minute, son amie lui a annoncé que leur plan avait changé et qu'elle devait désormais se rendre au Guatemala. C'est à ce moment-là que leur cauchemar commence. Le premier jour de son voyage, Daniela cesse de communiquer avec ses parents. Peu de temps après, elle leur envoie une autre vidéo. Elle semble heureuse. Mais cette apparente sérénité est de courte durée. 2 jours seulement après son arrivée dans le pays, une série d'événements inquiétants commence, menaçant la vie de toute sa famille. Un nouveau message de Daniela brise toutes les illusions. Elle révèle que le prétendu emploi n'était qu'une escroquerie et qu'elle est tombée entre les mains d'un réseau de traite des personnes. À ce moment-là, ses ravisseurs exigent 1 million de pesos colombiens, soit 251 $, en paiement des frais de vol. S'ils n'obtiennent pas l'argent, ils menacent de la tuer. Terrifiée, Daniela supplie ses parents de contacter la police. Mais ceux-ci lui expliquent qu'il est peu probable qu'ils puissent faire quoi que ce soit de réellement efficace depuis la Colombie pour la tirer de là. Marta et Elkin décident néanmoins d'emprunter la somme nécessaire auprès de leurs proches afin de libérer leur fille des griffes des criminels. Les messages de Daniela affluent sans relâche. Elle insiste sur le fait qu'elle ne pourra s'échapper que si ses parents envoient immédiatement l'argent. Pire encore, elle affirme que non seulement sa vie est en danger, mais que la leur l'est aussi. D'après elle, elle est détenue par des individus extrêmement dangereux, capables de s'en prendre à tous ceux qu'elle aime, où qu'ils se trouvent dans le monde. Désespérée par le manque d'argent, Daniela envoie à ses parents sa localisation. Elle leur dit que, si elle est tuée, ils devront prendre l'avion pour venir récupérer son corps. À un certain moment, Elkin parvient à réunir la somme nécessaire et l'envoie. Peu après, il reçoit un autre message de sa fille. Elle affirme avoir réussi à échapper à ses ravisseurs. Pourtant, Daniela ne fournit aucun détail sur la manière dont elle a quitté le Guatemala, un pays où le nombre de victimes de réseaux criminels impliqués dans la traite des personnes a augmenté de 30% ces dernières années. Selon le Bureau du médiateur des droits de l'homme du Guatemala, environ 600 cas d'enlèvement ont été signalés l'année dernière. Cependant, certaines estimations suggèrent que le nombre réel de victimes pourrait être bien plus élevé, car toutes ne survivent pas ou ne parviennent pas à demander de l'aide à la police. Mais revenons à l'histoire de Daniela. Les heures qui suivent restent entourées de mystères. Soudainement, elle réapparaît comme par miracle à Playa del Carmen, une station balnéaire située dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Pourtant, personne ne sait comment elle a réussi à parcourir une telle distance. Aucune réponse n'a été apportée aux questions essentielles. Quelqu'un l'a-t-il aidée? Était-elle recherchée? Comment a-t-elle obtenu l'argent pour traverser la frontière? Daniela n'a jamais répondu à ces questions et, jour après jour, son comportement devient de plus en plus énigmatique et fuyant. Au début du mois de septembre 2019, Daniela annonce à sa famille qu'elle a retrouvé un ami qu'elle avait connu en Israël. Elle explique que, grâce à cette personne, elle a pu s'installer dans un hôtel où elle prévoyait de rester jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi et économise suffisamment d'argent pour rentrer en Colombie. Pendant son séjour au Mexique, Daniela reste en contact quotidien avec ses parents, les rassurant constamment sur son état.
Elle leur envoie même des vidéos dans lesquelles Martha et Elkin la trouvent relativement sereine. Daniela raconte notamment qu'elle a visité le musée Frida Kahlo, l'une de ses artistes préférées. Mais ce calme est de courte durée. Soudainement, la jeune fille cesse tout contact, et ses parents ressentent à nouveau ce pressentiment oppressant. Quelque chose est arrivé à Daniela. Leur crainte se confirme le 13 septembre 2019, lorsque Martha reçoit un appel en provenance du Mexique. À l'autre bout du fil, une voix masculine se présente comme un ami proche de Daniela. Il affirme que la jeune fille a quitté sa chambre d'hôtel il y a 3 jours et n'y est jamais revenue. Il est établi que Daniela n'avait pas l'intention de partir en voyage. De plus, elle a laissé tous ses documents à l'hôtel. Ces éléments laissent craindre qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Désespérés, les parents de Daniela sollicitent l'aide des autorités colombiennes. Depuis, ils ont perdu toute tranquillité, et presque toutes les portes auxquelles ils ont frappé pour obtenir de l'aide sont restées closes. Ils contactent d'abord le ministère public de Medellín et le bureau du médiateur, mais on leur répond simplement que l'affaire ne relève pas de leurs compétences. Martha commence alors à chercher désespérément sa fille sur les réseaux sociaux. Elle est si persistante que ses messages concernant la disparition de Daniela deviennent viraux. Finalement, la recherche aboutit. Un soir, un message glaçant apparaît sur le profil de Martha. Elle reçoit une photo du bras de Daniela, sur lequel est tatoué le mot « innommable ». L'expéditeur du message demande à Martha si elle peut confirmer qu'il s'agit bien du bras de sa fille. Martha répond par l'affirmative. À partir de ce moment, elle sombre dans l'hystérie. En scrutant la photo de plus près, elle reconnaît la carnation de Daniela et comprend instantanément que sa fille est morte. Le rapport de police indique que le corps de la jeune fille a été retrouvé sur l'un des boulevards les moins fréquentés de Playa del Carmen. La macabre découverte a été signalée par des passants. Au début, les policiers municipaux ont cru qu'il s'agissait d'un homme déguisé en femme. Mais l'autopsie a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'une jeune fille. Compte tenu des éléments retrouvés sur les lieux du crime présumé, la police conclut que la jeune fille a été tuée ailleurs et que son corps, enveloppé dans un drap, a été abandonné sur le boulevard. Lors du transfert du corps de Daniela au service de médecine légale, il est constaté que sa mort a été causée par une blessure par balle. Peu après le début de l'enquête, les autorités mexicaines annoncent l'arrestation d'un suspect. Il s'agit d'un homme connu sous le surnom de El Pantera, présenté comme le chef d'un groupe criminel et également comme l'assassin présumé de Daniela. L'arrestation est effectuée par les autorités de Cancún. Par la suite, le procureur du secrétariat de la sécurité publique de l'État de Quintana Roo l'inculpe de crimes contre la vie humaine. En rapportant les activités illégales d'El Pantera, les autorités indiquent qu'il était le chef d'une cellule criminelle locale affiliée à un groupe appelé Los Pelones. La police commence à s'intéresser à lui pour la première fois en janvier 2019, lorsqu'il a ouvert le feu sans discernement sur un groupe de personnes dans un quartier de la ville. La principale raison de son arrestation réside dans les messages de menaces et d'extorsion qu'il avait envoyés à Daniela. Au moment de son interpellation, El Pantera est en possession de plusieurs armes à feu ainsi que de sacs contenant des substances illicites. Le groupe Los Pelones, déjà mentionné, a débuté ses activités criminelles à Cancún et dans d'autres stations balnéaires bordant la mer des Caraïbes au début de l'année 2017. C'est à cette période que ses membres ont pris le contrôle du trafic de drogue et d'autres activités illégales, dont la traite des personnes. Il convient de souligner que la traite des personnes au Mexique revêt des formes multiples et insidieuses. Selon un rapport publié en juin 2019 par une agence de presse influente, ces réseaux criminels emploient diverses stratégies pour recruter leurs futures victimes. Dans le cas des jeunes filles, comme Daniela, elles se voient promettre des emplois bien rémunérés à l'étranger. Mais en réalité, elles sont forcées de fournir des services sexuels. Quant aux femmes plus âgées, elles reçoivent des offres d'emploi domestique, mais les contrats se transforment rapidement en situation d'esclavage. Il est également avéré que de jeunes hommes sont attirés par la perspective d'un avenir meilleur. Cependant, ils sont souvent contraints de travailler comme vendeurs de drogue ou d'autres substances illicites. Selon la même publication, le nombre record d'agressions physiques de toutes sortes, associées à une hausse des meurtres, est attribué à l'influence des groupes criminels. Depuis 2000, environ 70% des condamnations prononcées dans l'État de Mexico, l'un des plus peuplés du pays, concernent le trafic de personnes. Cependant, en raison du niveau élevé de dangerosité, la majorité de ces affaires a été transférée aux procureurs fédéraux. Par ailleurs, selon les statistiques fournies par le secrétariat de la sécurité publique,
plus de 3000 femmes ont été victimes de traite entre 2015 et 2019. En outre, un rapport du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes révèle qu'en 2019, au moins 9 femmes ont été assassinées chaque jour au Mexique. Le cas de Daniela a suscité une profonde inquiétude dans la société colombienne et a bouleversé l'opinion publique. Beaucoup ont vu en elle le reflet d'une génération de jeunes rêvant d'un avenir meilleur loin de leur pays d'origine. Comme Daniela, de nombreux Colombiens ont tragiquement perdu la vie sur le sol mexicain. Le cas de Wendy Patricia Bernal est sans doute le plus similaire. Selon le journal El Tiempo, en décembre 2018, Wendy s'est rendue au Mexique dans l'espoir de trouver un emploi et d'améliorer sa qualité de vie. Mais en mars 2019, son corps sans vie, criblé de balles, a été retrouvé à Playa del Carmen. Un autre crime atroce s'est produit en décembre 2017, lorsque le corps décapité de Joan Sebastián Espinosa Urrego a été découvert dans une rue de Cancún. Cette découverte a eu lieu peu de temps après que Joan, sa petite amie et 2 autres jeunes hommes ont été arrêtés par la police. Comme mentionné précédemment, Joan a été tué et les 3 autres ont disparu sans laisser de traces. Selon une enquête indépendante menée par le média numérique mexicain Proceso, un groupe influent composé d'anciens et d'actuels agents des forces de l'ordre serait à l'origine de ces crimes. Un autre drame a secoué la Colombie en 2015, lorsque les corps de 5 jeunes filles portant des marques évidentes de torture ont été retrouvés près d'une ferme mexicaine. Pour revenir aux événements entourant le cas de Daniela, il convient de préciser que ses parents ont non seulement dû endurer la douleur de la perte de leur fille, mais aussi affronter le pénible processus de rapatriement de sa dépouille. Les autorités mexicaines ont insisté sur le fait que les restes de la jeune fille ne se prêtaient pas à un transport prolongé, car ils étaient en état de décomposition avancée. Parallèlement, les proches de Daniela n'ont pas été autorisés à procéder à l'incinération, les restes pouvant encore être utilisés dans le cadre de l'enquête. Ce n'est qu'à la fin de l'automne 2019 qu'Elkin a pu se rendre au Mexique pour rapatrier les restes de sa fille. Mais ce voyage n'a pas été sans danger. Lui et sa femme ont reçu des messages menaçants de la part de membres d'un cartel mexicain, exigeant le paiement d'une prétendue dette contractée par Daniela. Après une série de démarches administratives éprouvantes, Elkin est finalement parvenu à rapatrier la dépouille de sa fille. À ce jour, la seule personne arrêtée reste El Pantera. Pourtant, les enquêteurs n'ont pas réussi à établir son implication directe dans le meurtre, laissant craindre que justice ne soit jamais rendue. En attendant, les proches de Daniela continuent de vivre avec le poids de son absence.